Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être en direct sur Info TV. Le programme c'est Libre Expression. Il s'agit du grand débat de la semaine. Nous revenons sur les faits qui auront marqué le Cameroun et probablement également l'extérieur de nos frontières. Ce dimanche, deux faits nous intéresseront. Tout d'abord, la rentrée scolaire au Cameroun qui débute dans quelques heures. Pour être plus précis, qui débute demain 5 septembre 2022. Les élèves de la maternelle au secondaire, y compris les enseignants, reprendront le chemin des classes. Une rentrée scolaire sous fond de menaces de grève des instituts, des mouvements baptisés OTS et OTA. On a trop supporté, on a trop attendu. Que pensez-vous de cette annonce de grève de ces mouvements d'enseignants au moment où certains estiment que le gouvernement a déjà beaucoup fait? Une rentrée scolaire qui est également marquée par les problèmes d'ordre sécuritaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais également du côté de l'extrême nord. Face à cette situation, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty-Assomon, rassure. De toutes les façons, nous en parlons dans le cadre de ce programme. Et si vous en avez convenance, nous marquerons également un arrêt pour évoquer la situation du Covid-19 au Cameroun dans son élément ayant trait à des choses pas tout à fait gaies. Je voudrais parler de ce que certains ont baptisé au Cameroun le Covid-Gate. Que pensez-vous du Covid-Gate? Avez-vous l'impression que la page a été tournée ou alors c'est tout simplement une affaire classée? Que pensez-vous de ces nombreux fonds qui avaient été affectés pour le combat contre le Covid-19 au Cameroun? Un rapport de la Chambre des comptes au Cameroun parle quand même d'une distraction d'un peu plus de 180 milliards de francs CFA. Pour en parler avec efficacité, mais également avec profondeur ce matin, ils seront juristes, ils seront hommes politiques, ils seront enseignants, ils seront consultants parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Libre expression tous les dimanches sur Info TV, 11h30. 13h30. Nous accueillons nos invités, ceux qui sont déjà en studio. Je commence par l'enseignant en studio, Patrice Sorok. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour de m'avoir invité. C'est vrai que notre histoire relationnelle a commencé depuis quelques années. Elle avait commencé quelque part à Rennes-Major. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous sommes là. Je voudrais te remercier de me faire connaître à travers le monde. D'accord, il n'y a pas de souci. Patrice Sorok est enseignant et c'est normal. Vous savez, nous allons parler des problèmes d'enseignants ce matin et surtout de cette rentrée scolaire au Cameroun. Patrice Sorok est également grand responsable du côté du ministère des enseignements secondaires. C'est exact. Oui, je suis en service à la délégation départementale des enseignements secondaires du Fundi, où j'occupe le poste de chef de bureau des examens et concours. Très bien. Vous n'êtes non pas choisi au hasard. Mais je voudrais préciser que je n'ai pas été mandaté. J'ai juste été invité par vous et... Rassurez-vous, vous parlerez comme enseignant. D'accord. N'ayez pas peur. D'accord. En face de vous, vous avez un vieux de la vieille. J'aime dire quand je le reçois que c'est toute une vie dans l'avocature, toute une vie au niveau des tribunaux. Lui, c'est Maître Nouga. Le seul nom résonne au niveau justement de l'appareil judiciaire dans notre pays. Maître Nouga est avocat, mais également homme politique et milite pour les idéaux du PCRN. Maître Nouga, bonjour. Bonjour et bonjour également aux auditeurs, aux téléspectateurs. Alors, vous avez passé d'une radio à une télé quelquefois. Il n'y a comme pas. Je suis heureux d'être là, d'être avec des enseignants et des analystes. J'espère que nous allons heureusement indiquer à l'opinion nationale les voies des nouvelles perspectives pour notre peuple. Maître Nouga, merci d'être là ce matin. Votre expertise, comme d'habitude, nous sera d'un précieux apport. Merci beaucoup. Merci. À côté de vous, nous allons retrouver notre consultant sur Info TV. Lui, c'est Pierre Blériou-Niemek. Pierre Blériou-Niemek, bonjour. Bonjour, Perfecto. C'est autorisé de dire Perfecto les dimanches aussi. Pourquoi pas? Le dimanche, il n'est pas frelaté. D'accord. Enfin, c'est quand on se veut plus sérieux, souvent sur les plateaux du dimanche. Bonjour à mes copanélistes. Beaucoup m'ont rassuré de ne pas avoir peur.
Parce que vous m'avez fait asseoir à côté d'un bassin. Ben, Donc, je n'ai pas peur. De toutes les façons, vous connaissez. apparemment, c'est un bassin qui n'aime pas les bassins. Il y en a beaucoup. Hein. Bon, donc nous sommes heureux d'être là et nous espérons que nos contributions permettront d'éclairer aussi petitement que possible la lanterne de nos téléspectateurs. Merci à Pierre Blériot-Niémec. Est encore attendu le dernier invité. Il s'agit du professeur ministre Elvis Ngolé, qui est également un homme politique qui n'est plus à présenter. Il soutient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De toutes les façons, nous espérons que le professeur Elvis Ngolé nous retrouvera dans quelques minutes. Je précise également qu'en deuxième partie de ce programme, à partir de Paris, nous allons avoir l'expertise de Calixte Beyala, toujours au téléphone. À partir de Washington aux États-Unis, nous aurons également l'expertise du professeur Chief Mila Assoute, qui est également un homme politique qui n'est plus à présenter. Lorsque nous avons dit cela, le temps d'une transition. Avant de prendre l'éditorial, je vous le disais il y a quelques secondes qui était encore attendu le professeur ministre Elvis Ngolé. Il était déjà en studio. Bon arrivée, professeur. Merci beaucoup. Je suis ici. J'ai un très grand plaisir d'être avec tous nos amis et les distingués co-panélistes. Et donc c'est pour moi toujours un très grand honneur. Je souligne que Elvis Ngolé avait déjà eu le prestige et le privilège d'être membre du gouvernement. Il continue pour l'instant à être enseignant du côté de l'Institut de Relations Internationales du Cameroun. Vous avez compris, les politologues. Il excelle dans les affaires ayant trait à l'international. Elvis Ngolé est également un homme politique. Il est membre du comité central du RDPC. Elvis Ngolé, plusieurs casquettes, hein. Oui, c'est pour moi, nous sommes dotés d'un sens de mission. C'est toujours pour moi, la vie n'est que faite par... Il faut être un homme qui se met en mission, qui voit la vie comme une mission. Et donc, on est toujours là, on est toujours prêt, puisque on est utile. C'est quand on est utile à quelqu'un d'autre que vous-même vous soyez utile. Donc, tant que vous n'êtes pas utile à quelqu'un d'autre, vous aussi, vous n'êtes pas utile. Donc, je me sens toujours en mission. Peut-être prochainement, on va célébrer le fait que vous soyez chef traditionnel. Non, là, ça peut être compliqué, puisque là, je n'ai pas la qualité. Comment ça, je respecte les chefs traditionnels. Je n'ai pas de la lignée, et je respecte tout le monde qui est cette lignée-là, puisque je suis quelqu'un qui respecte les traditions africaines. Merci, Elvis Ngolé. L'éditorial, c'est le rendez-vous que nous prenons tous les dimanches avec Jean Bruno et Fangonon, l'édito de la semaine. 23. Une rentrée scolaire qui court à propos l'attente du verdict final de la Covid-Gate paraît assez longue. L'audition de certains membres du gouvernement est assimilée par les officiers de la police judiciaire du tribunal criminel spécial vraisemblablement bouclée. Le communiqué final a alors l'air d'être lourd de conséquences selon une certaine opinion, d'où son retard ou mieux son silence absolu et prolongé. Bref, est détenu ou est retenu quelque part pour des raisons bien précises parce qu'en fait, c'est une affaire de milliards ou mieux, c'est une affaire de centaines de milliards. Une affaire qui fait le sujet de tous les débats du moment et qui s'invite sur la table du sac des modérateurs et de ses prestigieux invités dans le cadre de l'émission Libre Expression de ce dimanche. Sur ce, bon dimanche et à dimanche. On dira merci à Jean Bruno et Fangonon pour cet éditorial, j'ai peur de dire bien cadencé. D'accord. Nous prenons le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Nous parlons donc de la rentrée scolaire au Cameroun qui débute ce lundi 5 septembre 2022. Je commence par vous. Mais de la nouveauté. Mais nous sommes dans un système répétitif qui dit les mêmes choses, qui prend les mêmes gens, les mêmes projets, les mêmes choses chaque année et revient. Tout le monde est prêt.
Qu'est-ce que vous entendez par j'y reviens. nouveauté? Tout le monde est prêt parce qu'on a toujours hausse des matériaux de fourniture scolaire, c'est clair. Ça va être haussé un peu plus que l'année passée, sans aucune raison. C'est les mêmes problèmes qu'on aura encore cette année avec les directeurs d'établissements qui, contrairement à la loi sur la liberté d'association, vont imposer des associations de parents d'élèves obligatoires. C'est le même problème des enseignants qui ne sont pas payés depuis 25 ans, ils n'ont pas connu leur intégration. C'est le même gouvernement qui s'en fout, qui ne se pose jamais la question de savoir est-ce le bon profil pour l'avenir de notre jeunesse. Est-ce que les enseignements sont aujourd'hui conformes à une perspective? C'est le même gouvernement qui ne se projette pas. Donc en réalité, on est toujours prêt pour en réalité ne pas être prêt. Parce que personne n'est prêt. C'est imitatif, répétitif. Ça n'a pas de perspective sur l'avenir de notre peuple. Qu'est-ce que j'entends, j'espère, pour une rentrée scolaire? Qu'on nous dise, d'ailleurs, on l'a dit depuis des décennies déjà, que le probatoire va être supprimé. Il est toujours là. On nous a dit depuis qu'on va intégrer un système scolaire qui n'a plus le système francophone, système anglophone, qui ne correspond à aucune anthropologie nationale. On a toujours dit il faut enseigner l'histoire nationale. On aura toujours un peu comme nous enseignons à l'école, que nous sommes, nos ancêtres étaient des Gaulois. C'est les mêmes choses qu'on va enseigner. C'est-à-dire, en nous enseignant les Mao Tse-tung, on nous enseigne le chinois, on n'a aucune langue nationale. Donc, je dis, c'est pour ça que je dis que c'était la mauvaise question. La bonne question, c'est en réalité, est-ce qu'on a une rentrée scolaire? En réalité, il n'y a pas de rentrée. Il y a la répétition d'un vieux système d'aliénation d'un peuple, un vieux système de manipulation d'un peuple qui ne porte pas le progrès de ce peuple et qui continue. Et à cela, tout le monde est prêt. C'est-à-dire, tout le monde est résigné. D'accord. Merci, hein. Tout le monde est prêt, c'est-à-dire tout le monde est résigné. Quelle ironie. D'accord, je suis obligé de prendre l'avis de l'enseignant sur ce plateau. Alors, lorsque vous suivez ce que dit Maître Nouga, on se pose quand même une question. Lorsque vous êtes enseignant, il dit d'ailleurs que c'est répétitif. On est fatigué des mêmes choses tous les jours, les mêmes programmes, rien n'a changé. En gouvernement, pour reprendre son mot, qui s'en fout apparemment, ainsi de suite. Alors, en tant qu'enseignant, lorsque vous suivez ce genre de peinture, ça devrait vous amener à poser une réflexion. Je ne vais pas poser une réflexion, mais je vais dire simplement que Maître Nouga a pleinement raison. Il faudrait juste organiser les états généraux de l'éducation. Les dernières assises avaient été faites en 1995. Oui. En 95, ça fait combien d'années? Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans. Il faut les réorganiser pour effectivement revoir les programmes, comme il dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Parce que les décisions qui se prennent depuis 95, elles se prennent, on ne sait pas où. Parce que les parties prenantes qui sont les enseignants sur le terrain ne sont pas parfois intégrés dans cette prise de décision. Vous avez par exemple l'approche par les compétences, l'APC, a été imposée aux enseignants et ça fait débat dans les salles de classe. Moi je crois qu'il faudrait que les uns les autres, les parties prenantes clés, s'asseyent et repensent l'éducation au Cameroun. Il a parlé du problème du probatoire qui avait été... Qui devait être supprimé. Qui n'a pas été supprimé. La décision avait été prise lors des derniers états généraux de l'éducation. Et ça fait 27 ans, ça fait très vieux. 27 ans. C'est vrai que, Sorok, quelqu'un me disait que si l'on supprime le probatoire, ça ferait également beaucoup d'argent qui s'envoleront des caisses de l'État. Bon, moi je sais pas, c'est du vous, mais à mon avis... C'est un argument qu'on doit rejeter rapidement? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que sur le plan pédagogique, personnellement, je ne souhaiterais pas qu'on supprime le probatoire. Parce que vous pensez que cela reste Parce qu'il y a un phénomène dans ce pays depuis un certain temps. Oui. Je me suis présenté comme responsable du bureau des examens et concours. Tout à fait. Il y a des parents qui préfèrent déjà faire le BEPC en 4e. Il y a certains parents qui préfèrent faire le probatoire à leurs enfants en seconde. C'est déjà très récurrent. J'ai reçu beaucoup de cas dans mon bureau. Alors vous voyez donc un enfant qui, et lorsqu'il a le BEPC en 4e,
le parent veut l'inscrire directement en seconde. Alors, il saute la 3e. Et vous allez donc constater que depuis un certain temps, les résultats au niveau du probatoire, effectivement, ne sont pas bons. Parce qu'il y a des enfants qui ont eu le BPC en 4e, qui se sont retrouvés en 3e. Et il y a aussi un autre phénomène. Les enfants qui réussissent le BPC, mais qui ne sont pas admis en seconde, mais les parents disent, mon enfant a le BPC, il faut qu'il aille en seconde. Alors, l'admission en seconde, c'est une autre chose. Obtenir le BPC en est une autre. Donc, par rapport à ces éléments-là, moi, je pense que, pour moi, il faut que le probatoire reste. Mais, de manière générale, il faudrait que nous essayions pour organiser les états généraux. Une fois bien. Merci. On va encore poser la question, qui va s'asseoir? C'est les mêmes qui n'ont aucune vision pour l'avenir de l'éducation. Excusez-moi d'intervenir, mais ça doit être interactif. Pourquoi il y a problème? Parce qu'en réalité, l'école ne sert pas, j'ai envie de dire, un projet social. L'école devait servir un projet social. C'est-à-dire que nous avons envie d'avoir des infrastructures, je ne sais pas moi, de communication. On forme les gens pour cela. Ils n'auront pas besoin de chercher le travail parce qu'ils auront été formés dans un espace social qui est prévu et qui est sollicité. Vous comprenez? C'est cette école qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut que les enfants qui veulent faire de l'agriculture ou qui veulent faire de la médecine ne soient pas dépendants d'un examen qu'ils vont faire parce qu'ils ont fait série D ou bien, mais qu'ils sachent que puisqu'il y a des comment on les appelle? On les appelle des aides-soignants. On doit pouvoir être aide-soignant à la sortie du primaire, puisque c'est avec le primaire qu'on est aide-soignant. Et être infirmier à la sortie du secondaire. Et après le bac, déjà ambitionner les études doctorales. Mais écoutez, nous n'avons pas ce projet. L'enfant, il démarre, il apprend la même chose, et puis quand il arrive en terminant, on dit, ah, tu peux faire ceci, hein. Après, tu peux faire cela. Hein. C'est cette éducation qu'il faut quand même changer. Il n'y a pas de vision. Il faut asseoir une vision sociale qui construit un peuple. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas comme nous. Hein. Nous étions si vous voulez, on venait à Valais ces choses-là. Aujourd'hui, les jeunes disent non. Aujourd'hui, les jeunes disent il faut nous donner quelque chose. Et si et c'est là où j'interpelle le gouvernement, si le gouvernement ne réagit pas, mais écoute, c'est une bombe sociale qui se... C'est compris, on vous a compris. Je passe rapidement la parole au professeur Elvis Ngolet, qui est également enseignant, même s'il est enseignant du supérieur, mais il est enseignant. Alors, Maître Ngolet est très énervé ce matin. Il parle de ces programmes qui sont caducs. Il parle de ces répétitions apparemment ad vitam aeternam. Rien n'est revu, mais c'est rouillé là. Non, vous savez, je comprends le souci ou bien la déception, ou bien la prise de position de Maître Nouga. Mais vous savez, l'éducation est à la fois une tradition et en même temps une politique publique. Donc, si vous regardez l'éducation en termes de tradition, et nous tous, nous faisons partie de cette tradition, c'est tout à fait normal que chaque début de septembre, il y aura la rentrée. Bon, d'abord, personne n'est contre la rentrée. Mais vraiment, celui qui est contre la rentrée doit être quelqu'un qui est contre l'avenir même, qui est de la nation, qui est contre les enfants, puisque nous tous, nous sommes des produits de plusieurs rentrées d'école. Donc, cette tradition, pour nous, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que, pour certaines personnes, c'est une tradition. Il y a cette tendance où certaines personnes ont développé la mentalité que dans la tradition, il n'y a pas d'innovation ou bien il n'y a pas de créativité. Mais dans la tradition, la créativité est permise, l'innovation est permise, et il faut innover. Il faut oser. Il faut chercher dans le gouvernement. Vous reconnaissez que la tradition peut également intégrer l'innovation. Mais le gouvernement apparemment n'innove pas. Non, les mêmes programmes depuis Mathusalem. Non, c'est pour cela que c'est à la fois une tradition dont certaines personnes ont développé la mentalité que, bon, comme c'est une tradition, ils n'ont pas à innover ou bien ils n'ont pas à être créatifs. Mais c'est encore adapté. Oui, c'est un programme politique, c'est aussi une politique publique du gouvernement. Donc, comme vous le savez, pour toute politique,
rien n'est stagne. Il faut toujours innover. Puisque dans la science de gestion ou science de... Professeur, on a compris qu'il faut toujours innover. Oui. Vous l'avez dit à 3 reprises. Oui. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas innover? Non, je pense que le gouvernement n'est pas contre l'innovation. Puisque le gouvernement, par définition, comme vous le savez, la notion de gouvernement veut dire c'est un mécanisme pour résoudre des problèmes. Il y a aucun... Le gouvernement n'a pas de signification tant qu'il n'est pas capable de résoudre des problèmes qui sont posés. Voilà donc un problème ou des problèmes qui sont posés, mais le gouvernement ne résout pas. Il y a des mentalités qui ont fait que certaines que je veux dire, soit fonctionnaires ou bien ceux-là qui sont appelés à travailler dans telle ou telle fonction. Pourquoi ils oublient que le gouvernement est par définition un mécanisme de résolution de problèmes, c'est-à-dire innovation, créativité. Donc le gouvernement est incompétent. Non, le gouvernement est là pour... Il est incompétent. Non, le gouvernement ne peut pas être incompétent. Puisqu'il n'innove pas. Parce que depuis 60 ans, nous sommes tous des produits de notre école. Donc il faut qu'on soit fiers de notre école. Hein. Mais il est logique pour dire que il faut innover. Il ne faut pas rester parce qu'il y a une tradition. Donc, non, il faut que toujours qu'on pense chaque année, chaque fois, à innover dans les idées, dans les méthodologies, puisque la vie évolue. Hein, et le gouvernement, par définition, est un instrument comme c'est un instrument de résolution de problèmes. Lui-même, il est dans cette logique d'innovation, de créativité. Le gouvernement ne peut pas être stagne ou bien... Le gouvernement ne peut pas... Aucun gouvernement peut faire ça. Puisque l'éducation, la manière qu'on voyait l'éducation dans les années 60 n'est pas la même chose dans les années 80, n'est pas la même chose dans les années 2022. C'est un peu différent. C'est nous qui sommes appelés à travailler soit en tant que fonctionnaire ou en tant que consultant ou en tant que... Bon, certaines personnes, ils voient tout en termes de tradition. Pourtant, nous sommes dans un contexte ou dans un espace où chaque jour, vous devez avoir une nouvelle idée et une nouvelle méthodologie qui peut vous permettre d'aller de l'avant, d'innover, comme vous dites. On a compris, professeur. Merci, professeur. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. On va un tout petit peu évoluer, sauf si vous voulez également courir un mot à cette entre guillemets essoufflement du gouvernement par rapport à cette innovation ou alors à résoudre les problèmes au niveau de notre éducation. Nous avons la hausse des prix du manuel scolaire. Toutes les années, apparemment, ça grimpe, les prix. Nous avons le fameux problème de la BEE. On ne sait même plus où est-ce qu'on en est. On a dit que cette affaire était facultative. Mais dans bon nombre d'établissements, c'est même la première chose que l'on exige pour pouvoir inscrire un enfant à l'école. Vous savez, c'est pas évident de parler de la gestion de notre État et notamment du secteur de l'éducation. C'est pas évident. On a l'impression que personne ne veut rien faire de ce côté-là. Ah bon? C'est l'un des ministères, bon, c'est plusieurs ministères, c'était un ministère avant. Faut-il le rappeler ici, le chef de l'État a travaillé au ministère de l'Éducation. Ouais. Donc on se serait attendu quand même que lui-même en sache beaucoup. Et qu'il mette là-bas. Je ne sais pas si c'est une tradition, hein, je suis embarrassé. Je ne sais pas si c'est une tradition qu'on interdit au ministre de travailler. Je sais pas, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Parce que moi, je suis du domaine de l'éducation à la base. À la base, je suis aussi enseignant. Tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'on interdit aux gens de travailler. J'ai apprécié le courage de l'enseignant qui est sur le plateau, qui est encore en fonction, qui est même chef de département des examens. Chef de bureau des examens. Il prend beaucoup de risques. Non, rien ne va lui arriver. Ne faites pas peur à monsieur l'enseignant. Ah bon? Non, rien ne va lui arriver. À l'époque où j'enseignais, j'étais au lycée classique et moderne de Bolova. On avait envoyé un inspecteur national. Oui. On appelait régional. Mais c'était l'inspecteur national qui était venu dans la région du Sud pour qu'on revisite les programmes d'enseignement de philosophie. J'étais très excité. Voilà.
Le national est arrivé un mercredi. Oui. C'était une séance de 3 jours. Il est arrivé mercredi à 14h. Nous devions donc travailler mercredi, jeudi, vendredi. Il est arrivé mercredi à 14h. Il y a eu prise de contact à 15h30 dans une grande salle. Il nous a dit que les travaux débuteraient le lendemain, donc jeudi. Donc mercredi était passé, c'était la prise de contact. Tout à fait. Nous sommes arrivés jeudi à 9h. Et on nous a remis des documents, de grands documents, où il y avait Paris en bas. Paris le. Paris, la ville de Paris en France, le. Et nous étions chargés de relire ces affaires et de changer partout où ça ne correspondait pas au Cameroun. Vous êtes sérieux là? Mais je vous dis ce qui s'est passé. Donc partout, il y avait dans Paris. On enlevait Paris, on était Ebolova le. Alors, j'étais estomaqué comme enseignant de philosophie. Je l'ai fait remarquer aux autres collègues. Et quelqu'un qui aimait bien le régime m'a dit, tu crois que tu peux réviser les programmes de philosophie? Je lui ai dit, ton maximum peut être mon minimum. Donnez-nous la... Moi, je croyais que... Et l'inspecteur national me dit, mec, vraiment, il faut laisser tes choses. On n'est pas venu pour ça. Est-ce qu'on a même le temps de faire ça? On n'a pas le temps de faire ça. Il m'a dit que non, vraiment, il faut qu'avant 15 heures, on ait bouclé cette affaire. Et demain, on va aussi se réjouir un peu. Vendredi. Le plus important. Il y a 28 chapitres en philosophie en terminale A. Aucun chapitre là n'est plus à l'ordre du jour. On appelle la philosophie, ils ne savent même pas comment nommer ça. Soit la philosophie en Afrique, soit la philosophie africaine et tout. Et on te parle des choses de 1960. C'est ce que Martien Toa a écrit en 71. Et Benezin Djomole et tout ça. Donc il n'y a pas de philosophie actuelle. C'est-à-dire il n'y a rien à dire là. Parler de la tradition philosophique, ce n'est pas faire œuvre de philosophie. L'Occident même qui se vante d'avoir beaucoup d'auteurs, philosopher c'est être actuel. C'est-à-dire qu'on devrait philosopher sur les problématiques actuelles. Mais on enseigne donc aux gens les problématiques que toi a réglées ou a essayé de régler en 71, Njomole en 70 et tout ça. Et on bourre les têtes des enfants et quand ils ont le bac, ils disent qu'ils vont faire philosophie. Et à l'enseignement supérieur aujourd'hui, je vous le disais récemment, quand vous allez faire philosophie, c'est maintenant les QCM. Quand on est en quelle année? Et on dit qu'on est en train de former un philosophe. Et on propose 3 dates. Vous choisissez. Et vous choisissez une date. Et à la fin, on dit que vous êtes philosophe. Et vous pouvez vous asseoir quelque part pour parler de philosophie. Non, le mal est trop profond. Très bien. À côté de ça, vous me parlez du manuel scolaire. Tout à fait. C'est une autre mafia que vous ne comprenez pas. Déjà, le manuel lui-même ne répond à rien. On a des manuels de français qui ont des fautes de français. Vous êtes sérieux? Je vous dis que le manuel lui-même ne répond à rien. Vous ne savez pas comment on fait. Un manuel de français qui a des fautes de français. Vous ne savez pas comment on fait pour déterminer que ce manuel est le manuel scolaire. On ne le met pas par pertinence. Il n'est pas utile sur la durée. Les parents n'ont pas les moyens de l'acquérir. Quand ils l'acquièrent cette année, l'année prochaine, on le change, pas pour des besoins d'efficacité, mais encore pour des mafias. Donc chacun a dit, même si c'est l'éducation, même si c'est la santé, on va faire le désordre et rien ne va nous arriver. Et d'ailleurs, le système lui-même fonctionne comme ça. Vous lisez ces livres-là, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de pertinence. On va me dire que toi, tu veux mettre quel contenu? Comme on ne veut pas mettre de contenu, nous, on va débattre seulement à la télé. Rien ne va évoluer. Merci. Oui, professeur. Allons-y, professeur. Monsieur Niavec, ce qu'ils disent, mais c'est vrai, c'est pour cela que je disais que, vous savez, vous avez posé la question, est-ce que le gouvernement est compétent ou bien est-ce qu'il est compétent ou non? Vous savez, en fin de compte, nous sommes des êtres humains, des citoyens. Le gouvernement, c'est le reflet de la volonté collective de nous tous. C'est nous, les citoyens, qui font partie. Est-ce qu'on vous consulte pour faire le gouvernement? Non, pourquoi on ne vous reprend pas au gouvernement? Non, même si on est au cabinet ou non, nous sommes des citoyens et le gouvernement est l'issue de nous tous, de la volonté collective de nous tous. Qu'est-ce qui est dans notre rôle en tant que citoyen? La volonté collective, voilà. Et donc, qu'est-ce qui est dans notre rôle? C'est que ce qui vient
avec une mentalité que, bon, tout est tradition, c'est la tradition. La tendance, c'est qu'ils gèrent la routine. Donc, je voulais dire, c'est juste pour suivre. Gérer la routine, non, au gouvernement, c'est quand on n'aime pas un ministre qu'il dure. Non, c'est ce que je dis. Hein. Quand on n'aime pas un ministre, quand un ministre ne travaille pas, on le dénonce. Il reste le plus longtemps possible. Vous avez vu un ministre qui a pris 75 milliards pour acheter des gadgets qui n'existent plus. Actuellement, personne ne voit plus ces gadgets. Non, c'est notre rôle. Il est là depuis 17 ans. Oui, c'est notre rôle d'innover, c'est-à-dire de dire que... Parce que la mission d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes posés, ou bien les problèmes qui vont se poser. Donc, nous qui sommes des citoyens, chaque jour, quel que soit votre rôle, professeur de philosophie, ou bien avocat, ou bien médecin, ou bien enseignant, notre rôle, c'est que, au lieu de penser au lieu d'être dans la routine, d'une mentalité de gérer la routine, il faut que vous soyez là avec des idées quotidiennes, très bien, pour permettre à ce qu'il y a l'innovation, la créativité. Mais pour beaucoup de gens, soit des fonctionnaires ou soit des personnes. Compris, hein, ils sont dans la routine, au lieu de dans la créativité ou bien dans l'innovation. Puisque si chaque jour vous venez avec des idées, et vous êtes un homme d'idées, en tant que philosophe ou bien en tant que qui, c'est difficile que votre ministre ou bien votre directeur ou votre patron se dise que vous n'êtes rien. Puisque vous montrez que vous êtes un homme d'idées, vous n'êtes pas un homme de routine. Difficile aussi qu'il l'aime parce que si vous venez avec il risque de se faire remarquer. Là, on a dit qu'on voulait vous faire remarquer. Et un proviseur m'a dit pour le moment, c'est encore moi le proviseur de ce lycée. Ouais, et fait clore le débat. C'est encore moi le proviseur de ce lycée. C'est dangereux. Merci. Hein. Nous avons le problème de l'APEE, l'association des parents d'élèves et des enseignants. Maître Nouga, où en sommes-nous avec cette affaire d'APEE? C'est obligatoire ou bien c'est facultatif? Alors, si on a mis association là-devant, quelle que soit la nature de l'association est libre d'adhésion. C'est-à-dire que personne ne peut dire... Et là, c'est le juriste qui parle. Oui, personne ne peut dire que comme mon enfant est dans cette école, je dois payer l'association parce que mon enfant est là. On doit dire que voici la fiche d'adhésion. Est-ce que vous voulez adhérer? Vous signez la fiche d'adhésion. On vous donne les statuts qui disent que quand vous adhérez, vous payez un montant. Si nous allons sur cette base, j'ai peur que l'association d'APEE est à la fin, il faudra payer. Et comme par essence, nous n'aimons pas payer, l'association des parents d'élèves au niveau des lycées et des établissements risque d'être vide. Je vais vous dire la réalité des APE. Oui. Parce que j'ai été membre de l'APE et même responsable à un moment donné. La réalité des APE est que les budgets des lycées sont généralement insuffisants à combler les besoins minimums des lycées. Deuxième chose, lorsque les parents ont accepté que cela est vrai et qu'il faut contribuer, les dirigeants des lycées et des collèges, y compris privés aujourd'hui, ont fait de l'APE leur source de... Puisqu'ils ne peuvent pas détourner comme les administrateurs civils ou les gens des ministères, ils calculent les APE. Ah, ça rapporte 15 millions cette année, il faut que je reste avec 10. Et c'est là où les bagarres commencent avec les présidents qui souvent n'étaient pas les enseignants. Non, mais monsieur il faut dire, Maître Nouga, que dans certains lycées, monsieur le proviseur, c'est pas prévu. Plus que 15 millions. Hein. Oui, bien sûr, il y a des APE qui faisaient 35 millions au lycée de Biémès et de Médon. D'autres vont à 50 millions. Oui, alors, nous avons dit, le lycée de Médon est nouveau, monsieur le proviseur. Il faut construire des salles de classe. On a commencé à construire les salles de classe. Le même proviseur demande la construction de ces salles de classe par le gouvernement. Et il prend nos salles de classe, il présente au gouvernement qu'il a fait construire les salles de classe. Avec la complicité des responsables administratifs locaux, les préfets, les machins, et les agents du ministère des Travaux publics qui gèrent les budgets. Ils prennent l'argent, ils détournent. Donc l'APE est devenu aujourd'hui un objet de détournement. Il faut le dire. Pour que ça cesse d'être un objet de détournement, il faut que l'adhésion à l'APE redevienne libre. Qu'on dise aux gens, l'APE doit avoir ses statuts. Les statuts doivent être adoptés par une assemblée générale constituante.
Et vous notez bien que cette assemblée doit avoir lieu chaque année. La durée d'un PE ne doit même pas dépasser 9 mois. Parce qu'à la rentrée, il y a un PE. Et à la fin, quelquefois, la plupart des membres n'ont plus qualité d'être membres. Parce que les enfants sont partis, parce qu'on dit souvent que association des parents d'élèves. Lorsque ton fils n'est plus là, tu n'es plus parent d'élèves de cet établissement. Tout à fait. Pourtant, on a vu des gens, ils n'ont plus d'enfants dans le lycée. Mais le président il est le président de l'APE. C'est pour vous dire que il faut que le ministère prenne ça au sérieux et associe des juristes qui peuvent donner un statut légal à l'APE. L'APE est nécessaire pour combler les insuffisances financières du gouvernement, mais il faut donner les moyens que cette volonté de combler les insuffisances ne devienne pas une manne pour les détournements des responsables d'APE et de Patrice Sorok, vous qui êtes enseignant, il faudrait d'abord que nous soyons bien précis, parce que nous donnons l'information également en télévision. L'APE, c'est-à-dire dans son sens paiement, est-il obligatoire ou alors facultatif? Moi, je pense que... Quand j'inscris un enfant au lycée, est-ce que je suis obligé de payer les frais d'APE ou alors je ne suis pas obligé? L'APE vient combler les insuffisances. Répondez d'abord à la question. Je suis en train de dire ceci. L'APE est devenu obligatoire au pays parce qu'il y a des insuffisances. Qui a rendu ça obligatoire? Et les insuffisances, c'est parfois nous-mêmes. Je suis à côté des ministres. Il y a quand même des textes où attendez, il y a des textes. Je vais dire une chose. Était facultatif. Je vais dire une chose. L'APE est facultatif. Ça, c'est voie facultative. Mais il est obligatoire. Pourquoi? Parce que je vais m'expliquer. Il est facultativement obligatoire. Oui, voilà, peut-être. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème d'insuffisance. Nous avons dans ce pays, nous faisons le saupoudrage depuis un certain temps. Nous avons beaucoup d'établissements que nous avons construits. Oui. Il manque d'enseignants. Et l'État n'a plus de moyens pour les moyens de l'État sont partis. Il faut cesser de dire c'est faux. Les moyens de l'État sont partis. Il y a un déséquilibre au niveau de l'affectation des ressources humaines. Alors, je prends le cas du siège de mon village, le siège de Bangon. Alors, il a été créé et durant 4 ans, on n'a pas affecté d'enseignants là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on devait donc faire? L'APE était dans le milieu obligatoire parce qu'il fallait faire à ce que les enfants à l'école, les enfants payaient. Donc voilà le vrai problème aujourd'hui de l'APE. Alors, quand on prend un lycée comme celui, quand on prend un lycée Leclerc, prenons le lycée Leclerc. Là, il manque d'enseignants. Prenons le lycée Leclerc. Effectivement, il manque déjà, curieusement. Vous allez trouver des vacataires à Yaoundé. C'est ça qui est dans un problème. Parce que quand vous êtes dans les grands lycées, vous avez l'impression que non, il y a un problème de manque dans certains. Il y a un manque de criards. Il manque d'enseignants dans tous les établissements du Cameroun. Dans tous les établissements du Cameroun. Dans tous les établissements. Soyons sérieux. S'il manque d'enseignants, il faut en recruter. Tout à fait. Bon, vous n'en recrutez pas. Vous utilisez, je vous mets dans le groupe de ceux-là. Vous prenez les enfants des gens, vous leur donnez 40 000 avec des licences, des masters, des doctorats. 40 000 pour enseigner quoi? Mais c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous faites ce genre de choses. Vous dites, il y a des établissements où pour la même discipline, il y a une pléthore d'enseignants au point que même les quotas horaires ne sont pas respectés. En fait, moi je dis, comme on doit parler, parlons quand même. Ça ne servira pas à grand chose. Qui nous écoute? Qui nous écoute? La question de l'éducation. On vient de nous poser la question l'APE. Pourquoi on a mis sur pied l'APE? C'était pas pour des lycées comme le lycée général Leclerc. Non. C'est déjà des lycées construits. L'APE devait soutenir. Et les parents avaient même la volonté. Il faut peut-être ce n'est pas l'État qui a créé. C'est pas que l'État qui a créé les APE. Moi j'ai été président d'APE. Ce n'est pas l'État. Face à un problème réel, les populations se mettaient ensemble et disaient, voilà, nos enfants doivent aller à l'école. On vient de nous octroyer un CES. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait, ici qui a une élite de Mbarkono, s'assoit avec les autres, disent que bon, quelqu'un peut nous montrer un terrain quelque part. Vous voyez comment c'est né? Le père de Parfait ici dit, j'ai 2 hectares là, je vais donner ça pour le lycée.
il n'a pas demandé un franc. Et souvent, il est arrivé que les proviseurs affectés dans ces lycées refusent de recruter les enfants du père d'Aïssi et les petits-enfants. Passons. Parfois, ici, même cette association, il dit, si on attend le gouvernement, nos enfants vont faire l'école à la belle étoile. Essayons de faire quelque chose de provisoire. Donc les parents se sont organisés de cette façon. Mais comme l'homme aime l'argent, même ces parents-là, les élites mettaient de l'argent et quelques gestionnaires étaient devenus indélicats. Les chefs d'établissement ont commencé à lorgner cet argent-là. Ils ont commencé à en devenir les gestionnaires. L'État a voulu prendre le taureau par les cornes et résoudre le problème. Au départ, on a dit que les chefs d'établissement ne devaient pas s'en mêler. Mais dans la pratique, ce n'est pas faisable. Dans la pratique, on prend des textes quelque part, mais on ne se rend pas compte que ces textes ne peuvent pas s'appliquer. Parfois, ici, il ne peut pas être proviseur de son lycée, et un individu quelconque arrive et il se met à construire les salles de classe, parce que le proviseur est le chef de l'établissement, le directeur du CS est le chef. Donc, on était donc obligé de faire avec. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au Cameroun. Les proviseurs ont mis dans leur poche les présidents d'APE. Parce qu'ils savent comment ça se passe en haut. Le proviseur choisit le président d'APE. Il dit, mon frère, là où tu vas là, c'est toi qui vas être le président d'APE. Quelquefois, on n'a même pas besoin de savoir s'il a les enfants, s'il n'en a pas, s'ils sont inscrits dans cet établissement ou pas. Quelqu'un qui n'a donc pas intérêt, qui a été choisi par le proviseur, qu'est-ce que les deux vont faire? Vous parlez de 50 millions, vous évitez les chiffres. Le lycée général le fait à plus de 200 millions d'APEE. Prenez votre calculatrice et tapez. Merci. Nous allons évoluer. Professeur Elvis Ngolé, nous avons suivi il y a quelques jours 4 membres du gouvernement face à la presse. Le ministre René Emmanuel Sadi de la communication, le ministre Laurent Serge Etundingwa de l'éducation de base, Nalova Longa des enseignements secondaires et même le ministre de la fonction publique Joseph Lee avec un seul objectif, faire connaître à la face du monde ce que le gouvernement a déjà eu à faire pour résoudre les problèmes posés par les enseignants pour le compte de ce que l'on appelle au Cameroun OTS, OTA. Les membres du gouvernement ont estimé que en l'état actuel des choses, les enseignants pouvaient aller normalement à l'école en attendant que tous les autres problèmes posés soient résolus. Entre-temps, professeur Elvis Ngolé, certains enseignants disent que demain, ils relancent avec la crème morte. Où en êtes-vous pour ce qui est de l'analyse? Je crois que le gouvernement montre la bonne foi. D'ailleurs, c'est un devoir pour que le gouvernement s'assure que la rentrée soit effective dès lundi. Et pour les enseignants, vous savez, être enseignant n'est pas seulement un job, c'est aussi un sacerdoce pour beaucoup. Et vous savez, en fin de compte, bien sûr, les enseignants qui ont des problèmes ou des revendications, ils sont légitimes à poser leurs problèmes, mais qu'ils sachent que, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, ça ne serait pas bien que les enfants, la rentrée commence sans les enseignants, puisque ces enseignants aussi sont tenus au devoir de s'assurer que la rentrée soit effective. Donc, les 4 membres du gouvernement qui ont tenu une conférence de presse l'autre jour, ils ont dans leur rôle de s'assurer que les enseignants soient là pour la rentrée, tout en attendant que les problèmes, les revendications posées soient gérées. Je ne doute pas de la bonne foi, puisque le gouvernement gère la politique de l'éducation. Et donc moi je pense que il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas d'enseignants. Et si les enseignants ont des revendications, c'est tout à fait normal que je crois que le gouvernement n'est pas contre les enseignants dans leurs revendications qui sont légitimes. Je pense qu'à un moment donné, ils vont trouver la solution, mais en attendant, la rentrée doit être effective, puisque c'est ça le calendrier du gouvernement, et c'est une tradition que le début du mois de septembre, il y a rentrée. Sinon, ça sera une sorte de l'échec de la rentrée. Nous ne voulons, personne ne veut un échec. Nous voulons le succès. Nous ne voulons pas l'échec. Et si les enseignants insistent, parce qu'ils ont des revendications, de rester absents,
ça veut dire que la rentrée sera un échec. Personne ne veut un échec, je ne pense pas. Mais les problèmes seront toujours là. Et on va essayer de résoudre ce problème. Patrice Sorok, une question simple. Hein. En l'état actuel des choses, qui dérange? Le gouvernement ou les enseignants? Le gouvernement, je le considère comme le père. Les enseignants, ce sont les enfants. Alors, vous voyez donc que c'est le père qui dérange les enfants. Ah bon? Les enfants ne dérangent jamais le père parce que les enfants ont leurs besoins. Ils les expriment. Alors, vous voyez, dans ce pays, on a signé le statut particulier en 2000. Ça fait 22 ans. Il n'a pas été appliqué. Et je reviens encore sur la communication gouvernementale. Ça reste un communiqué. Il y a des choses qui ont été dites qui sont bien, mais j'ai fait 2 arrêts. Le premier arrêt, l'utilisation de la locution adverbiale sous peu. Alors, sous peu veut dire bientôt. Ouais. Dans un proche avenir. C'est temps. Alors, nous sommes habitués à utiliser le terme objectif opérationnel. On aurait bien voulu que le gouvernement nous dise en fin de décembre ou bien en janvier 2023. Vous voyez un peu. Patrice, nous sommes quand même d'accord que lorsque nous revisitons les revendications des enseignants, le gouvernement a eu à résoudre plusieurs problèmes qui ont été posés. On va aller rapidement. Les 1 tiers, on est d'accord que ça n'existe plus. Ça a été résolu. Ça a été résolu. Alors, le tiers, ça n'existe plus. Il y a eu les engagements, il y a eu des primes déficit. On a débloqué un bon matin 200 milliards sortis du trésor public. Alors, face à tout cela, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que le gouvernement a montré sa bonne foi? On est d'accord, mais ce sont des problèmes nouveaux qui ne devaient pas exister. Ça, c'est des problèmes nouveaux. Les problèmes de 1 tiers, ça vient d'ici, ça n'existait pas. Moi, je suis sorti de l'école normale supérieure des années 90 par là. On n'avait pas les 1 tiers. C'est des problèmes qui se sont accumulés. Or, le problème qui est là, qui reste, c'est le problème du statut particulier. Parce que je reviens maintenant sur ce statut particulier. Il y a eu des éléments qui ont été dits qui sont très importants. Mais il y a un autre élément, par exemple la réévaluation de l'indice à 1400. Voyez-vous, depuis 4 ans, je suis hors échelle. Alors ça fait donc, on est à hors chez 1140. Et je suis hors échelle depuis 4 ans. Et j'ai encore quelques années de service. Donc, vous ne devez pas avancer. Et ça a été posé. Et là, quand j'ai lu le communiqué, cet élément a été oublié. Il y a aussi la prime de risque. Le gouvernement scolaire est risqué aujourd'hui. La prime de risque n'est même plus seulement pour les zones à risque. Même dans les établissements scolaires, on est risqué. Nous avons perdu des collègues qui ont été mortellement assassinés par les élèves. Vous voyez donc que plus on laisse, parce que le problème aussi avec notre gouvernement, c'est qu'il laisse les problèmes s'accumuler. Et lorsqu'ils s'accumulent, ça devient très, très, très compliqué. Et là, nous sommes d'accord, le gouvernement a débloqué beaucoup de choses, mais le gouvernement a laissé beaucoup de temps. Ça fait depuis 2000 que le statut avait été signé. J'ai compris. Maître Nougat, pour l'heure, la rentrée, c'est demain. Au regard de ce que le gouvernement a déjà eu à faire, est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement et se dire les autres problèmes qui n'ont pas encore été résolus vont être résolus progressivement? Écoutez, j'ai envie de faire une distinction. Allez-y. Entre le gouvernement et les administrateurs civils qui le représentent dans les services. Vous avez un autre problème contre des administrateurs? C'est pas moi qui ai le problème. Les administrateurs civils de l'ENAM ont tué l'État. Oh là là. Ont tué la nation et personne ne le dit. Parce que il est inadmissible qu'on prend un statut d'un corps depuis 22 ans. Depuis 22 ans et il n'est pas appliqué. Vous savez pourquoi? Non. Il gagne combien là-dedans? Ah. Allez voir. Mais allez voir. Lorsque un enseignant veut toucher la première, comment on appelle ça? Parce que souvent le rappel. Il y a des enseignants qui ont 30 ans, ils n'ont pas touché leur rappel. Il n'y a pas plus loin que la semaine dernière, un m'a appelé pour dire si je pouvais intervenir. Je suis allé voir quelqu'un. Il dit, maître, donc, il vous paye, il paye les avocats pour venir les suivre, alors que c'est nous qui traitons les dossiers. Venez donc traiter le dossier à notre place. C'est un administrateur civil. C'est-à-dire la corruption. Les gars n'ont plus froid aux yeux. Ils n'ont pas de principe. Ils croient qu'ils sont là parce qu'ils sont les plus bons, les plus grands. Et puis c'est le seul corps de métier qui a droit aux faveurs.
Mais les enseignants, c'est un corps de métier de l'État. Les ingénieurs, les médecins. Dans ce pays, il n'y a que les administrateurs civils. Et quand ils sont tous, je dis tous, je ne sais pas s'il peut y avoir une exception, dans les maillages de la corruption, tout est bloqué. Le gouvernement dit, faites ceci. Le directeur qui est là, il attend. Il dit, moi je vais voir. Quand son ministre lui demande que, mais qu'est-ce qui s'est passé, il rappelle au ministre que, écoute, monsieur le ministre, normalement dans une histoire comme ça, vous savez, vous avez la fête de votre fils qui arrive là, je ne sais même pas comment faire. Mais il faut, et le ministre aussi, se tait, complice. Mais les acteurs du terrain, c'est les administrateurs civils qui ont confisqué l'État. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut même attaquer. Il faut même que le gouvernement sache qu'il a des ennemis dans la maison. Il y a comment on appelle ça? Le ver est dans le fruit. C'est les NAM. C'est les énarques qui sont le ver dans le fruit du gouvernement. Résultat, on parle de l'inertie. Hein? Mais ce n'est pas l'inertie du gouvernement qu'on le dit. Parce que le gouvernement prend sa responsabilité de prendre les décisions. Qui applique les décisions, c'est les agents de l'État qui sont tapis dans les directions et les responsabilités. Merci maître, on vous a écouté. Pierre Bleriot-Nemec. Je suis désolé, mais je pense que beaucoup de Camerounais ne veulent pas dire cela, alors qu'ils savent bien que c'est de ça qu'il s'agit. On vous a compris, maître Nouga. Pierre Bleriot, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, est-ce que il n'est pas temps que les enseignants, pour l'heure, fassent également montre de patriotisme? Oh là là, c'est un mot trop fort. Ah bon? Avant que ce soit les qui font le ambassadeurs. patriotisme, ils sont seuls. Ah et bon? avec les corps médicaux, Bien sûr. à faire du patriotisme. Bien Ils sûr, font ça. bien sûr. Vous savez quand même qu'on a eu une situation aussi, quelques militaires revendiquaient leur argent, Oui. revenus d'une guerre. Oui, en Et Centrafrique. oui, et que ça avait pris 24 heures pour qu'on résolve le problème parce qu'ils avaient les armes. Donc je veux dire à tous qui nous On écoutent, a porté de l'argent dans des cantines. je veux dire à tous ceux On qui nous payait à la écoutent, main. je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que les enseignants ont des armes terriblement redoutables. Vous ne voyez peut-être pas. Et là, je veux m'attaquer aux enseignants. Moi, je préfère que les enseignants n'enseignent pas plutôt que de faire ce qu'ils font. Les enseignants sont en train de détruire vos enfants. Je vous le dis, la grève silencieuse. Les enseignants sont en train de détruire vos enfants. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils appellent la grève silencieuse. Ils peuvent être très vicieux. Ils peuvent aller dans les salles de classe, vous applaudissez et rien ne s'y fait. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on encourage. Non, je vous dis ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression que vous les avez quadrillés, cadenassés. Mais ce qu'ils font, les résultats seront dans une dizaine, une vingtaine d'années. D'ailleurs, on voit déjà les résultats. On vous a parlé, l'enseignant a parlé du problème d'indice. Comme nous sommes là et que nous faisons de la pédagogie, parfois ici, il faut expliquer aux Camerounais que quand vous êtes dans la fonction publique, vous avez un indice et on calcule le salaire à partir de l'indice. Dans un corps comme celui des enseignants, depuis Mathusalem, on a plafonné l'indice à 1140. Quand vous devenez enseignant, vous avez au plus 18 ans pour atteindre cet indice 1140. Il reste là. Après, vous n'aurez plus d'augmentation de salaire toute votre vie. C'est-à-dire que vous, bon, je vous prends un autre corps, les autres corps vont à 1400. C'est-à-dire que les autres, vos collègues qui ont commencé à travailler avec vous, quand vous allez atteindre 1140, en tant qu'enseignant, vous avez atteint le plafond. On commence à vous appeler hors échelle, mais rien ne s'ajoute. Les autres commencent à 1140 et continuent et vont jusqu'à 1400 en multipliant par l'indice. Il y a d'autres techniques là. Vous devenez donc quelqu'un qui a en fait atteint sa limite à 18 ans de travail. Qu'est-ce que ça produit au niveau du travail? C'est que tous les enseignants se valent. C'est-à-dire que celui qui vient là, il vous atteint aussi, vous êtes déjà les mêmes. Il n'y a pas de chine. On ne dépasse pas quelqu'un quand on est enseignant. On attend donc tous un seul poste, celui de proviseur. Et quand on devient proviseur, il faut voler. Vous allez prendre l'argent où? Et ce qu'on raconte aux gens, le salaire de l'enseignant ne vaut rien. Quand vous êtes un enseignant comme celui qui est en face de nous, il n'a pas plus de 350 000. S'il a atteint l'indice 1140, il n'a pas plus de 350 000. C'est-à-dire qu'il a atteint le sommet. Et il va vivre comme ça jusqu'à sa retraite. Les jeunes collègues vont atteindre son niveau. Je veux dire que quand
pour qu'on comprenne ça, quand vous êtes dans l'armée, vous quittez quand même d'un grade à un autre. On ne peut pas dire que dès que vous arrivez capitaine, personne n'évolue plus. Voilà. Et c'est ça en fait chez les enseignants. Vous devenez tous capitaines. Tout le monde qui vient devient capitaine. Mais un jour, on peut prendre un sous-lieutenant et on fait le chef des capitaines. C'est-à-dire que vous avez dans les lycées des cadets qui sont devenus les chefs de leurs aînés. Même Parce que sergent-chef. Même un sergent-chef peut devenir le coordonnateur. Il y a trop de problèmes dans ce corps-là, vous voyez. Il faut même effacer tout ce qui avait été dit et recommencer. Mais pour ce qui est quand même de la rentrée scolaire, professeur Elvis Ngolé, nous sommes conscients des problèmes posés par les enseignants, mais disons quand même qu'il faut aller enseigner. Et le gouvernement verra ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que le gouvernement est dans son rôle et c'est la mission d'ailleurs régalienne du gouvernement pour que les enseignants aillent enseigner. D'abord, c'est pour la réussite de la politique sur l'éducation. Le maître Nouga disait quelque chose d'autre tout à l'heure là où il parlait des administrateurs. Moi, j'ai toujours dit que dans notre administration, dans toute administration d'ailleurs, vous savez, il faut toujours éviter ou bien dénoncer la mentalité de routine. Puisque la mentalité de routine, c'est ça qui donne lieu à la corruption, à l'inertie, à tous ces retards-là. Vous dites, vous savez, il faut des hommes et des femmes, des idées. C'est-à-dire que chaque jour, même si votre supérieur ou bien votre patron, c'est à vous, puisque vous êtes un homme d'idées ou bien une femme d'idées, de tout faire là où vous êtes pour convaincre votre supérieur que vous êtes venu en mission pour travailler pour le bien-être de tout le monde. Mais si vous êtes là, soit vous vous appelez administrateur ou bien vous vous appelez n'importe quoi, et vous ne faites que gérer la routine, il y aura toujours des problèmes de lenteur et de corruption et de ceci et de cela, puisque nous devons être des citoyens qui sont appelés à faire évoluer notre société, quelle que soit votre structure dans laquelle vous vous trouvez. Si vous restez, parce que vous êtes dans une mentalité que bon, pour me permettre je ne sais pas, de gagner quelque chose, vous restez dans la routine, il y aura toujours ce problème de lenteur, de corruption et de tout. Et nous devons éviter ça. C'est pour cela que je dis qu'il y a certaines personnes, soit fonctionnelles ou non fonctionnelles, qui ont peur d'innover, ou bien même de porter sur la table les idées, puisqu'ils ont peur, soit qu'ils vont perdre quelque chose, ou bien. Mais nous devons être ces patriotes, ces nationalistes, qui n'ont pas peur d'idées, qui sont là pour les idées qui peuvent faire évoluer notre société. Vous voulez que les administratifs soient plus osés. Osés, merci beaucoup. Il faut que nous soyons des citoyens. Même le président de la République dans un discours. Le président nous a encouragé de créer. Il faut que nous travaillions le cerveau pour qu'on aille de l'avant. Merci. Chaque jour, vous voulez gérer la routine. C'est ce qu'il fallait dire pour le compte du premier débat inscrit à l'ordre du jour ce jour. À tout de suite pour la suite de l'émission. Sur ce plateau de libre expression en direct sur Info TV, nous prenons donc le deuxième débat qui parle de Covid-Gate. Où en est-on? Ou alors c'est tout simplement une affaire classée. Maître Nouga, je commence par vous. Avant de parler de Covid-Gate, parlons d'abord du Covid-19, tout simplement. Pour l'heure, est-ce qu'il faut dire que le Covid ou la Covid-19 est fini? Il faut le dire. Il faut dire aux Camerounais que c'est fini. D'abord parce que le Covid, ce n'est pas né au Cameroun. C'est né hors du Cameroun. Et là-bas où c'est né, on dit que c'est fini. Il y a à l'heure actuelle un procès que je suis, non pas en tant qu'avocat, mais je suis ce qui se déroule en Allemagne. Oui. Il y a un confrère très renommé qui a engagé une action judiciaire qui a déjà été admise. L'action judiciaire a été admise contre la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques et des grands financiers de ces laboratoires pour génocide universel. D'ailleurs, il a annoncé ce procès comme étant, après Nuremberg, le plus grand procès de génocide de l'histoire. Parce qu'il y a plus de 10 000 avocats qui se sont constitués, plus d'une centaine de milliers d'entreprises de toutes nationalités qui sont poursuivies, et des individus comme Bill Gates, comme il y a beaucoup de grands riches qui finançaient le Covid. Donc, là-bas où le Covid est né,
Ils disent que c'est fini. Ils sont même en train de faire des procès pour dire que on a trompé les gens, qu'il n'y avait pas, que le Covid n'était pas ce qu'on disait, et qu'on a fabriqué ça dans un laboratoire pour tuer les gens. Ils se sont rendus compte qu'on a fabriqué un vaccin en réalité qui ne vaccinait pas, c'est-à-dire qui n'était pas immunisant, qui n'était pas préventif, qui n'était pas, il ne guérissait Il était pas. dans quoi finalement? Mais rien, en réalité. On nous a injecté ça. Et on dit que ce vaccin, c'est pour commencer à contrôler l'humanité. Parce qu'on va imposer des puces dans les Maître, Non, c'est ce qu'on dit. on revient à vous tout à l'heure. Nous allons d'abord avoir la priorité du côté du téléphone avec Calixte Beyala, l'écrivaine de renommée internationale qui nous attend au téléphone depuis Paris. Calixte Beyala, bonjour. Bonjour, papa ici. Calixte Beyala, ce matin, nous parlons de ce que l'on a baptisé au Cameroun, Covid-Gate dans son élément et entré au détournement. Au Cameroun, le rapport de la Chambre de comptes avait été clair. Quel regard posez-vous sur le Covid-Gate dans notre pays? Ben, écoutez, je pose le même regard que sur d'autres scandales qui ont eu lieu dans ce pays. Personne n'est jamais puni. On a eu la Pangate et on a eu la Covid-Gate, sans compter les autres scandales que nous avons eus. Personne n'est jamais puni. Parce que ces bonhommes qui gèrent cette nation se tiennent tous par la barre de tête. Et ils contrôlent tout. Personne ne peut punir l'autre parce que chacun a des casseroles qui traînent comme dans une quincaillerie. C'est un pays aujourd'hui dirigé par les délinquants, les brigands, qui ont couru. Vous risquez plus de peu ou moins que quelqu'un qui perd de Kalindi qui est reçu au palais. C'est pour vous dire que nous sommes dans un désordre absolu. Il est temps que ça change, parce que là, le Camerounais ne peut plus vivre. Qui va aller toucher à Manaouda? Tout le monde sait que c'est lui qui a mal géré les choses. Il s'est passé des choses incroyables par rapport à l'argent qui a été débloqué par les institutions internationales. Donc, qui va aller le chercher? Hein? Nous sommes dans un pays où le plus fort fait la loi, où le plus fort Poutine le plus faible. On assiste impuissant à des braquages, on peut l'appeler ainsi, des terrains de famille, des individus, pas ceux-là même qui sont censés les protéger. Vous pensez que nous sommes encore dans une république? Vous? Moi, non. Je pense qu'on est au Far West. On est au Far West. On n'est pas dans une république avec des règles. Puisque ceux-mêmes qui sont censés protéger le peuple sont un vrai danger public pour le peuple. Vous ne pouvez même plus avoir recours à eux. Vous allez vous plaindre à eux parce qu'ils ont volé votre terrain et ils sont les premiers à vous le prendre, votre terrain. Vous comprenez? Je comprends très bien, Calixte Beyala. Et là, je vous pose une autre préoccupation. Pour l'instant, visiblement, si nous nous en tenons à ce qui a été dit et écrit du côté de la Chambre de comptes, on se sera attendu aux poursuites judiciaires. Pour l'heure, on n'en parle plus. C'est une affaire classée? Je ne sais pas si elle est classée, elle ne peut pas être classée parce que tôt ou tard, le peuple camerounais demandera des comptes, hein. Je veux dire, ils ne vont rien classer du tout. Nous demeurons tous, chacun d'entre nous, à ce que le délinquant aille dans un pénitencier. Je veux dire que oui, ils l'ont classé parce qu'ils sont tous trempés. C'est ça le vrai drame, comme je le disais tout à l'heure. Un peuple qui a fait exploit, mais on ne le punit pas. Parce qu'il est lui-même impliqué. Quand vous voyez la photo d'Akamakuna à la présidence en train de trôner là-bas, vous comprenez les ramifications bizarres, extraordinaires et incongrus que peuvent avoir ces voleurs en col blanc avec les élites, c'est les mêmes gens. Ils finissent, donc ils payent pour leur libération et peut-être parce qu'ils ont distribué l'argent aux uns aux autres,
personne ne l'est puni. Jamais un peuple n'a été aussi bafoué que le peuple camerounais. Jamais un peuple n'a été aussi résilient que le peuple camerounais. Mais je pense que ça suffit. Non, ils ne garderont rien. Justice sera rendue dans 10 ans, dans 20 ans. On n'a pas la mémoire tout. Merci, Calixte Beyala. Probablement avant la fin de ce programme, on reviendra vers vous. Merci à partir de Paris. Oui, je suis à Paris. À tout à l'heure, Calixte. Alors, on a suivi Calixte Beyala qui pense que jamais le peuple n'a été aussi bafoué comme c'est le cas en ce moment, mais il pense également que ça prendra le temps que ça prendra, mais justice sera faite. Maître Nouga, c'est vous qui aviez la parole. Alors, je terminais pour dire que le Covid, là où a commencé, est manifestement fini. Et que nous, ici en Afrique, quand on nous a envoyé cette maladie, nous avons géré ça de telle sorte qu'on n'est même pas allé dans les hôpitaux. On a même l'impression que c'est ceux qui allaient dans les hôpitaux qui mouraient. Et nous, on gérait ça avec l'Ngulbetara, avec le fol, la USVA. On ne mourait pas. Et beaucoup ne sont pas morts. Le Covid a fait très peu d'effets. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, si vous soignez bien habituellement votre grippe, vous avez la maîtrise du Covid. Donc, on peut considérer que le Covid, c'est une leçon de plus sur la santé publique au Cameroun que nous avons reçu et que nous avons géré avec maestria, mais que nous pouvons continuer que vous avez fini. Mais peut-être il faut que je termine avec la phase du Covid-Gate. Tout à fait. Je me souviens quand cette affaire a commencé, j'ai fait une publication sur ma page Facebook. Je n'ai pas encore enlevé. Le ministre de la Santé, il nous parlait d'une énorme maladie qui vient, qui va être énormément grave. Il ne nous disait pas ce qu'il faut faire pour l'éviter. Il ne nous disait pas s'il y a les médicaments pour le soigner. Mais il faisait des... À l'ouest, 3 morts. À l'est, 4 morts. Chaque soir, il nous donnait des statistiques. On n'a jamais géré une épidémie avec des statistiques. On a eu une énorme psychose. Il nous a créé une psychose. Et j'ai dit que ce ministre va finir au TCS. Comment ça? Parce que en fait, peut-être qu'il faisait son travail de sensibilisation. Si vous lisez ma publication, j'ai des amis qui m'ont traité de... Parce qu'ils disent que nous, les africanistes, que nous, on est les villageois, que vraiment, les choses qui ont dépassé les blancs, je dis, Courmor va faire quoi avec? Parce qu'on a les coucs chez nous, ou bien le fol va faire quoi? Et je leur dis que cette tactique, c'est créer la psychose. Et bien que la psychose est créée, il y aura d'énormes financements qui vont être injectés. Et ces financements, puisqu'elles ne servent à rien, parce qu'en réalité, la maladie est davantage une psychose artificiellement créée qu'une réalité pathologique, cet argent va être détourné. Et ce ministre va avoir les problèmes. Je l'avais dit. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on finisse avec un Covid-Gate. C'est compris. Hein? On est donc parti, professeur Elvis Ngolé, d'une affaire de Covid-19 en tant que maladie pour devenir maintenant Covid-Gate au Cameroun en termes de détournement. Finissons quand même avec le Covid en tant que maladie. Et si ça n'avait été qu'une grosse arnaque? Bon, en réalité, c'était une maladie, comme Maître Nouga vient de dire, le Cameroun a réussi à gérer ce problème. Donc, il faut féliciter tout le monde. La politique, la santé a réussi au Cameroun. Bon, nous n'avons pas eu le même désastre comme que ceux-là qui pensaient. Donc, on a réussi. Donc, en tant que maladie, c'était pas de blague, c'était réel, c'était sérieux, et le Cameroun a réussi à gérer ça, comme Maître Nouga disait. L'autre chose que je peux dire, c'est que, vous savez, cette affaire de Covid-Gate et d'autres gates qu'on a, j'ai toujours dit que nous, en tant que citoyens d'une république de loi, il faut qu'on s'habitue à faire comme Madame Calixte Beyala dit tout à l'heure. En tant que citoyen d'une république de loi, il faut qu'on s'habitue à ce que
quand quelque chose se présente, un problème, n'importe quel guette, que nous avons en tant que citoyens qui sont attachés aux valeurs de la République, qu'on soit d'abord respectueux de notre justice. Puisque nous avons des hommes et des femmes dans notre système judiciaire qui sont des hommes et des femmes intègres, nous avons de bons avocats comme Maître Nouga, nous avons de bons magistrats et tout. Ils sont là, ils font de bon travail, nous sommes fiers d'eux. Je suis convaincu que la justice va faire son travail, parce que c'est nous, les citoyens, qui doivent être attachés à cette justice-là pour s'assurer et avoir la foi. On dit, il faut être, cette justice-là, c'est une justice qui va faire le travail que la justice doit faire. Donc, je n'ai pas de doute que la justice va faire son travail comme elle a appelé à faire. La deuxième chose que je veux dire sur cette affaire, c'est que nous, les citoyens que nous sommes, nous avons cette mentalité, cette tendance, ou bien c'est la culture, je ne sais pas où, dès que quelque chose s'annonce comme un guette, quel que soit le guette, Covid ou autre guette, la tendance du public s'est constituée en une sorte de justice populaire ou justice où on ne respecte plus vous accusez on accuse tout le monde. Vous voulez faire comprendre que nous ne respectons plus la présomption d'innocence. C'est comme si il n'y a plus de valeur. C'est comme si tous les ministres deviennent des voleurs. On commence à insulter. Et pourtant, n'importe qui, Monsieur Nyemek peut être n'importe quoi demain. Je dois respecter ça. S'il est appelé. Maître Nouga, pareil. Vous, monsieur ici, vous pouvez être appelé à être à n'importe quelle fonction de la République demain. Nous, les citoyens, nous devons avoir la culture et la mentalité de respecter dans le contexte républicain, puisque vous êtes appelé, vous êtes un homme intègre, vous êtes un homme digne. Bien sûr, s'il y a un guette, il y a les lois de la République prévoient, il y a des mécanismes judiciaires pour résoudre ça, puisqu'il y a des avocats, il y a des juges, il y a toutes ces choses. Mais dès que c'est que je ne revient pas au peuple, le public de balancer certains responsables en pâture. Les tribunaux viennent dans la rue, puisque chaque jour, et parfois même, moi je suis quelqu'un qui respecte la presse, une certaine presse prend ça sur tous les réseaux sociaux, comme si tout le monde est mauvais. On ne respecte plus les personnalités. Nous devons avoir une culture de respecter nos personnalités qui sont appelées à faire le travail. Et si on ne fait pas ça, on va mélanger tout, puisque la justice c'est quelque chose qui est bien précise. Et il y a des hommes et femmes qui sont appelés, c'est encadré, organisé. Dès que nous ne faisons pas ça, la justice ne peut pas être dans la rue, ne peut pas être dans les réseaux sociaux. C'est ça que j'ai fait. On vous a bien suivi. Merci. Pierre Blériot Nyemek, je vous pose cette préoccupation. Le professeur pense que nous autres journalistes, nous sommes devenus de très grands magistrats. Nos amis qui boivent dans les bars sont devenus de très grands magistrats. La rue est devenue l'un des plus grands tribunaux. Et c'est là-bas qu'on dit que tel ministre a volé et doit aller en prison. Nous ne nous soucions même plus de ce que l'on appelle chez nous, au niveau de la réglementation, la présomption d'innocence. Donc, pour ce qui est de Covid-Gate au Cameroun, nous sommes allés vite en besogne, c'est ça? Tout ou presque tout a été dit au sujet du Covid ou de la Covid. Il ne reste presque plus rien à dire. Ah bon? Mais puisqu'il faut quand même dire quelque chose, je vais me contenter de quelques miettes, de quelques restes. Si l'Afrique, je prends d'abord l'Afrique, était sérieuse, elle devait intenter un procès au crime contre l'humanité, organisé contre l'Afrique, mais qui s'est retourné contre l'Europe. On devait. Il faut comprendre ça, il faut peut-être qu'on reclasse les choses. Les gens sont entrés dans un laboratoire, ils ont imaginé une maladie pour réduire la population humaine. Voilà ce qui s'est passé. Sauf que Dieu a eu pitié des Africains. Cette maladie, s'il l'avait rendue encore plus violente, l'Occident se serait décimé. Parce que les anticorps africains ont résisté à cette maladie. Alors que chez eux, ça n'a pas été le cas. Et dès qu'ils se sont rendus compte que ça n'attaque pas les Africains, ils ont tout fait pour mettre fin à ça. Observez que c'est fini comme par enchantement.
Est-ce que les gens font même attention? On n'a pas soigné les gens. On n'a rien fait. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas pour demander mais comment une épidémie arrive? Comment ça prédisait l'apocalypse? Non, chez eux, il y a eu l'apocalypse. Hein? Il y a eu en France, en Italie. Vous avez vu, non? Oui. En Espagne. En Espagne, vous avez vu comment les gens mouraient à une vitesse Telle des mouches. Telle des mouches. Et on pensait que quand ça allait arriver chez nous, ça allait avoir un effet multiplicateur. Malheureusement pour eux, c'est arrivé et ça n'a pas fait comme le sida. Nos corps ont rejeté cela. Même le sida a résisté. Hein. Nos corps ont rejeté. Et qu'est-ce que notre administration a fait? Elle a trouvé une occasion de voler. Ah bon? Oui, c'est pas la rue. Vous savez, quelle que soit votre intégrité, il y a des systèmes dans lesquels si vous vous retrouvez, vous devenez un voleur. C'est ça le problème. Le système actuel donne trop de liberté, trop de contact avec l'argent physique. Nous sommes des humains, ne mentons pas. Parfois, ici, si on vient déposer 40 milliards ici, tout le temps, vous êtes à Info TV, tous les jours, on vient avec les sacs d'argent, Mais vous regardez un jeune comme Malachi Manaouda. Un jeune. Parce que dans le gouvernement de M. Paul Biya, quand vous avez l'âge de Malachi Manaouda, vous êtes très jeune. Tout à fait. Lui-même était pourtant devenu chef de l'État au même âge. Mais bon, c'était d'autres époques. Donc aujourd'hui, c'est l'un des plus jeunes ministres qui s'est retrouvé dans une situation où on a demandé même à tous les Camerounais de cotiser de l'argent. Et beaucoup en ont cotisé. Non, on a cotisé. Ces listes, il y avait des sociétés qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes, qui avaient donné de l'argent, des millions. Et quand vous étiez plein, on disait non, mettez son nom, remettez son nom. Bon, d'autres sociétés refusaient de se plaindre et on ne remettait pas les noms. C'était une voie trop facile pour prendre de l'argent. Je ne sais pas si on piège les gens dans ce gouvernement pour qu'ils volent forcément, pour qu'on les mette en prison après. Ou alors, enfin, on essaie de comprendre. C'est pas la rue, on voit. Vous voulez nous faire comprendre que le ministre Malachi a été piégé? Non, il est dans un système qui... Si on me met à la place, j'essaie d'être intègre, mais il y a tellement de gens qui viennent donner de l'argent qui ne signifie rien. À un moment donné, vous perdez la tête. Vous allez perdre la tête. Il n'y avait pas la Covid au Cameroun, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Bon, ok, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus les chiffres? Le Nord, 15 morts. Même nous, quand vous a parlé de la psychose. La guerre en Ukraine est venue arrêter le Covid. Il y a chez les psychologues ce qu'on appelle par exemple les grossesses psychologiques. Est-ce que vous savez qu'une femme peut développer tous les signes de la grossesse parce qu'elle pense à la grossesse? On appelle ça en psychologie une grossesse psychologique. C'est-à-dire qu'elle commence à vomir, elle commence à prendre du poids, les seins prennent du volume. Les médecins, les scientifiques vous démontrent ça. Jusqu'à un certain niveau, et on se rend compte qu'elle n'est pas enceinte. Vous voyez à quel point la psychologie peut influencer même la morphologie et la physiologie. C'est ce qu'on a fait. On nous a mis la COVID dans la tête. On nous a enfoncé ça dans la tête. Nous avons fini par y croire. En y croyant, ça a commencé à exister autour de nous. Ça veut dire que même quand vous aviez un palu grave, on lui donnait le nom de COVID-19. Une grippe alors. Vous avez plein de cas. Et on a fabriqué ça. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a mis ça sur la tête d'un jeune. Et on lui a fait porter un fardeau qui est très lourd. Je crois que dans sa conscience, Dominique Malachi Manaouda ne doit pas être très tranquille là. Parce qu'on le regarde quand même. Trop de gens sont morts et on n'a même pas des explications. Vous avez mis les corps des gens où? Vous avez ramassé souvent, arraché les corps des familles. Vous avez fui avec dans les brousses. Vous êtes allé enterrer des gens dans des conditions inhumaines. Allez enlever les corps des gens. Dans un contexte de trafic. Non, allez enlever les corps des gens, il n'y avait pas ça. Rendez aux gens leur corps. Est-ce que vous comprenez que c'est grave? Rendez aux familles, permettez aux familles de faire les deuils normaux de leur mort. Et arrêtez-nous cette affaire que vous avez inventée, qui a été inventée. Il n'y a pas de Covid. Remettez les corps des gens, allez les déterrer. Maître, vous avez des instances qui font ça, non? Allez organiser, demandez à ce gouvernement d'organiser, d'exhumer des exhumations des corps et rendez aux familles qui peuvent encore avoir le corps. Il y a aussi des organes qui ont disparu. Merci. Là, c'est pas. Mais rendez quand même les restes pour que les familles puissent voir
les tombes de leurs mains. En Afrique, c'est très important. Merci Pierre Blurlot pour ce cri de cœur qui nous ramène du côté de Paris, où Calix Beyala a été une fois de plus connecté. Calix Beyala, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Calix Beyala, c'est votre dernière sortie, votre dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les Camerounais aient une conscience tranquille par rapport à cette affaire de Covid-Gate? Il faudrait punir les gens. Il faudrait punir les gens. Il faudrait que la justice soit au centre, que l'intérêt de l'homme soit au centre. Or, l'argent est au centre aujourd'hui au Cameroun, et tout ce qui compte pour ceux qui dirigent, c'est d'avoir de l'argent. Peu importe le malheur des Camerounais. J'entendais là parler de rendre des corps, mais tout ça fait partie de tout un système où l'on piétine, l'on écrase, où on s'en fout des malheurs des Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai voyagé dans le monde. J'ai jamais vu un peuple aussi résilient qui se laisse faire, qui laisse son le piétine, qu'on ne lui donne pas des corps, qu'on vole tout son argent, qu'il soit pauvre, qu'on augmente les prix à hauteur de plus de 50% en une nuit. On est passé de 2990 le kilo de viande à 3500 sans que personne ne mouffe. Je n'ai jamais vu ça. Donc, effectivement, ils ont tellement laissé faire les Camerounais qu'on ne les qui n'existe même plus chez eux. Les Camerounais aujourd'hui existent sur le plan international tant c'est un peuple brillant, parce que c'est vraiment le peuple le plus travaillant, le plus brillant qui m'était donné de voir. Mais à l'intérieur du pays, on leur a tout enlevé, toute forme de contestation, toute forme de dignité, toute forme d'amour d'eux-mêmes, toute forme de fierté. Je veux dire, la COVID-19 en est un exemple palpable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas punir ceux qu'on connaît, qui ont pourtant tout pris. Certains ont envoyé l'argent dans des paradis fiscaux et on est là, on les regarde et quelques-uns d'entre nous comme moi ou comme vous protestent et puis c'est tout. Mais ça ne saurait durer. Un jour, tout ceci prendra fin. Merci Calix Beyala. Info TV vous dit merci. Merci à vous. Merci. On revient sur le plateau et je voudrais passer la parole à Patrice Soroc. Patrice Soroc, Calix Beyala est également très énervée à partir de Paris. Elle pense que elle n'a jamais vu un peuple aussi résilient, un peuple qui accepte tout, comme le peuple camerounais. Tout a augmenté. La dernière preuve, c'est encore cette affaire de Covid-Gate. Rien n'est fait. Les Camerounais sont là. Il le regarde. C'est un joli peuple quand même. Bon, c'est pas un joli peuple. C'est un peuple amorphe. C'est pas un peuple amorphe. Finalement, non, c'est quel genre de peuple? Bon, c'est un peuple. Moi, je pense que c'est un peuple sage. Parce qu'à un moment donné, la sagesse revient à tout accepter. Nous sommes tous responsables de ce qui va arriver à ce pays. Monsieur Yemek l'a dit. Vous voyez, vous portez ça dans votre conscience. Vous n'allez pas faire des choses pour que les gens en aillent. Parce que moi, je crois que c'est comme si c'était un piège, cette façon de se comporter. Donc, les détournements massifs. Donc, et si les gens descendent dans la rue pour revendiquer, peut-être qu'ils vont donc profiter, peut-être de sortir du pays. Ils sont là. Nous les regardons chaque jour. Il y a même certains dans les établissements scolaires, et les enfants de ces grands qui souffrent. Ils souffrent terriblement parce que quand ils arrivent, ils descendent des voitures, votre papa est voleur. C'est pas évident. Moi, je pense pas que c'est un peu amorphe. À un moment donné, il faut que nous comprenions que nous devons appeler chacun à être intègre. L'intégrité morale. Bon, si... Et c'est l'image. Le problème, c'est que c'est l'image. Ceux qui sont beaucoup plus dans le gouvernement, c'est l'image du pays qui est ternie. Donc, c'est eux qui sont aux affaires. Et quand ils le font, je pense que si on parle à mal du Cameroun demain, ou aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont hors du gouvernement, c'est ceux qui sont là. Moi, je n'ai pas besoin de marcher. Nous sommes là pour dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'on est lâche. Et comme il disait par exemple à propos des enseignants. Vous voyez, les enseignants, depuis 22 ans, ils n'ont pas de statut. Comme il a dit, il y a ceux qui font la grève, qui ne vont pas en salle. C'est les meilleurs. Ils sont mieux. Ceux qui vous trompent, qui vont en salle, ils sont les plus dangereux. Ils vont en salle et ils font ce qu'ils peuvent. Et comme je disais tantôt, je reviens sur le cas de l'échelonnement en 1140.
Quand on est à 1140, on n'avance plus. Nous ne sommes plus... Non, je vais dire un exemple. Donc, vous voyez, les manifestations qu'on veut des rues, les Camerounais ne veulent pas. Mais il faut faire donc très attention à un peuple qui est silencieux. Il peut être aussi à un moment donné plus dangereux. Voilà. Merci. Professeur Elvis Ngolengole, je vous pose une question simple. Hein. Avez-vous lu le rapport de la Chambre de compte ayant trait à la gestion des fonds alloués au Covid au Cameroun? Moi, je n'ai pas lu, mais j'ai lu le commentaire des observations. Quand vous lisez le rapport, professeur, vous avez froid au dos. Oui, mais ce que je dis... Mais pourquoi rien n'est fait? Oui, non, ce n'est pas... Dire que pourquoi rien n'est fait, c'est comme si on sait... on n'a pas de foi en la justice. La justice est là. C'est la justice. La justice est lente. Oui, vous pouvez faire cette ou alors le rapport a donné froid d'eau à la simple population, oui. Mais à la justice, c'est un fait banal, c'est ça? Vous savez que la justice, par sa nature, je crois que pour nous, la justice n'est pas un mécanisme de drame ou bien de cinéma ou... C'est des hommes et des femmes qui sont conscients de plus de 180 milliards. Et vous nous parlez de cinéma? Non, ce n'est pas de cinéma. La justice ne fait pas de cinéma. Mais la justice va faire son travail en toute conscience de ceux-là qui sont appelés à dispenser la justice. Je suis convaincu que la justice est une justice intègre et digne et qui est professionnelle et qui va faire dans le cadre des valeurs de la République. Je suis convaincu de ça. Et donc, quand les autres commentaires font comme si on veut jouer en place et lieu de la justice. Pourtant, la justice existe. Mais le peuple peut également, c'est le rôle aussi d'un peuple. Hein. Le peuple peut également faire la pression sur la justice. Mais il faut aussi qu'il respecte leurs limites. Le peuple peut quand même faire pression sur la justice. Mais on l'a vu ailleurs. Mais vous savez que ce qui se passe, ce n'est plus même la pression. C'est comme si, dans une certaine presse, une certaine opinion a déjà rendu la décision, le verdict. Ce n'est pas une bonne chose. Puisque même la liberté d'expression a ses limites, n'est-ce pas? Donc nous, en tant que citoyens de la République, on doit comprendre que, comme vous disiez, le principe de présomption d'innocence, ce n'est pas nous qui... Ça, c'est un principe qui est universel, n'est-ce pas? Mais il faut quand même qu'on arrive à respecter des personnalités, des citoyens, de vos concitoyens qui sont soit, je ne sais pas, cités ou bien... Parce qu'en fin de compte, si vous avez déjà fait le verdict dans la rue ou bien, la justice va faire quoi? C'est compris. Hein. Nous allons également demander à notre excellente réalisation de nous caler au plus vite le professeur Chief Mila Souté à partir des États-Unis. Maître Nouga, vous êtes justement un homme de loi. Je vous pose la même question. Avez-vous lu le rapport de la Chambre des comptes? Non, j'avoue aussi que je n'ai pas lu le rapport. Je vais vous donner ce rapport. Ce qui est dit dans le rapport est tout simplement catastrophique. Oui, mais je voudrais faire des observations sur ça. Par rapport d'abord au rapport. Nous avons l'expérience malheureuse, des rapports assez légers. Qui, en fonction des circonstances, essayent quelquefois de stigmatiser des responsables. Vous pensez que la Chambre des comptes a été influencée? Non, elle a été instrumentalisée. Moi, je parle des rapports. Et nous parlons du rapport de la Chambre des comptes. Ah bon, je parle du rapport, mais je dis, j'ai une expérience relativement mitigée des rapports. Vous pensez qu'on peut aussi utiliser des rapports pour faire un règlement de compte? Oui, justement, je pense à ça. Par contre, je voudrais dire qu'il faut faire confiance à l'institution judiciaire. Seulement, nous avons une justice qui est encore moins un pouvoir qu'une politique publique. La politique publique, une politique publique, ça veut dire que notre institution judiciaire est au service des objectifs du gouvernement. Alors que la Constitution lui donne le statut d'un pouvoir d'État, au même titre que l'Assemblée nationale ou bien le gouvernement lui-même. Donc, nous avons ces deux faiblesses qui permettent effectivement aux journalistes et, si vous voulez, à l'opinion publique de s'inquiéter par rapport à l'issue du phénomène du Covid.
Mais si la justice prend sa responsabilité telle que je connais, elle a, s'agissant de ce cas, je crois d'ailleurs que les fonds Covid sont encore en cours de gestion. Ça veut dire que les délais de poursuite n'ont même pas encore commencé, parce que beaucoup de fonds sont encore en cours de gestion. Très bien. Et qu'il est peut-être possible Maître Nougat, que tous ces éléments soient des excuses, hein. Oui. Avec votre permission, nous partons du côté des États-Unis, où s'impatiente le professeur Chief Mila Souté. Professeur Mila Souté, bonjour. Bonjour, monsieur Haïssi, comment allez-vous? Et bonjour à... Ça va panel. très bien, Bonjour, professeur Mila Souté. Ce matin, nous parlons de Covid-Gate, ce scandale en termes de détournement ayant trait à la gestion du Covid au Cameroun. Vous êtes un homme politique, votre regard? Mon regard, c'est que c'est une situation dramatique. Dramatique à un double plan. Parce que lorsque l'État du Cameroun est infiltré par des personnalités que le chef de l'État lui-même a appelées dans un discours public des criminels à col blanc, et que ces criminels à col blanc persistent dans la délinquance et le brigandage de la fortune publique, alors que l'opération Épervier exerce des pressions sérieuses et connues sur des détourneurs de la fortune publique, on est dans un drame. On est dans un double drame lorsque seul encore trône tranquillement au gouvernement, alors qu'il ne pèse plus seulement. Il y a peut-être la présomption d'innocence, mais au-delà de la présomption d'innocence, il y a des faits qui sont caractéristiques de détournement de fonds publics établis par une cour des comptes, une chambre des comptes, logée à la Cour suprême du Cameroun et créée par l'État du Cameroun. Ces personnes-là, on sait qu'elles ne peuvent pas rendre le tablier. Mais la justice devrait, pour assainir notre société, accélérer les poursuites judiciaires en ce qui les concerne. C'est un très mauvais signal que l'on a dans notre société, de savoir que des gens peuvent détourner de l'argent qui est destiné à protéger le capital humain de notre nation, et de continuer à rester au sein du gouvernement de la République. Nous n'avons pas les données, toutes les données de ces dossiers, mais à partir du moment où la Chambre des comptes a ciblé des personnalités spécifiques en les citant nommément, à partir du moment où le chef de l'État a demandé que les poursuites judiciaires soient ouvertes, il n'y a pas de raison que plus d'un an après, que ces personnalités continuent à siéger au gouvernement. C'est comme si on manquait des hommes éthiques dans notre pays pour gérer notre nation. Et ça, c'est pour ça que je parle d'un double drame. Et ce double drame, il est celui de la procrastination. Le fait de renvoyer à demain les sanctions qu'on peut prendre aujourd'hui. Et donc, ça débouche sur des situations que j'appelle des mélodrames. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a détourné la fortune publique, que l'État a dépensé des sommes énormes pour attraper, dans un pays étranger en état de fuite, qu'on le retrouve dans les zones de la République, Chief Mila Souté, en train de passer en photographie avec des ministres dans les services de la République. Je pense que nous nous écoutons plus bien avec Chief Mila Souté. Nous y reviendrons. Cela étant dit, nous allons repasser la parole à Maître Nougat qui va poursuivre et va chuter. Oui.
Vous voyez, en réalité, Tiff Mitla relève un peu quelque chose que je voulais dénoncer. On ne doit pas faire de l'intervention de la justice un règlement de quelque compte que ce soit. L'objectif n'est pas de voir des gens chuter ou quitter le gouvernement. L'objectif premier est d'abord d'établir la vérité. Est-ce que les fonds ont été gérés comme ils devraient l'être? Et ça, les rapports n'ont pas toujours la même vision en fait qu'une enquête judiciaire. C'est pour ça que je disais qu'il faut peut-être laisser attendre que une véritable enquête judiciaire s'ouvre. Il faut attendre jusqu'à quand? Mais c'est là la question. C'est pour ça que j'ai également évoqué la nature de l'institution judiciaire qui n'est pas une politique publique du gouvernement, mais un pouvoir d'État. Donc il faut donner la latitude au procureur général du TCS ou aux officiers de police judiciaire du TCS de lancer des enquêtes. Des enquêtes véritablement judiciaires. Évidemment, le procureur a, d'après le code de procédure pénale, le droit de communiquer personnellement sur ce type d'enquête pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais vous voyez, les procureurs ne sont jamais sortis pour communiquer au sujet des enquêtes en cours. Et pourquoi ils ne sortent pas? Mais justement, c'est ce que je dénonce ici, M. Haïssi, la transformation d'un pouvoir d'État en une politique publique par le gouvernement. Très bien. La justice, l'institution judiciaire n'est pas une politique publique. Merci beaucoup. C'est un pouvoir d'État et les magistrats doivent savoir qu'ils ont une autonomie de gestion, surtout dans leur cadre. Cette histoire que j'attends que le ministre dise d'abord que je peux faire n'est pas fondée légalement. Même s'il y a des aspects qui sont également prévus. Il y a une intervention du ministre de la Justice qui est claire, je ne peux pas le dénier. Mais un procureur général ou un procureur de la République qui déclenche une information ou une enquête judiciaire contre l'avis même du ministre de la Justice est dans son droit. Merci. Nous espérons que ces procureurs-là existent au Cameroun. Ah oui, c'est ça, il faut qu'ils existent. Mais moi, je leur dis que la loi leur donne ce droit. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, le rapport a été rendu public. La presse en a parlé. Les réseaux sociaux en ont fait écho. Et pour l'heure, aucune action judiciaire n'a été engagée. Est-ce que cela rend encore notre pays crédible dans sa dimension de lutte contre la corruption? Votre pays crédible aux yeux de qui? De tout le monde, de nous-mêmes d'abord. Non. En fait, nous rêvons, nous regardons souvent les films. On voit comment en France, parce que c'est notre modèle, un procureur se lève un matin et il enclenche une action judiciaire. Maître Nouga, qui est habitué des tribunaux, qui passe toute sa vie, c'est qu'il disait ça pour amuser les gens. Oui, non, mais ses amis, c'est pas que ça pour amuser, c'est une réalité dont on ne tient pas compte. Non, mais ça veut pas dire, et il faut le dire. Et ses amis, les magistrats, sont en train de lui dire, Nouga, parle bien, comme tu sais bien parler, parle bien devant la télé. Tu as fui d'être magistrat, tu as accepté d'être avocat parce que tu es libre. Tu sais dans quelle camisole de force nous sommes, tu sais. Oui, comment on devient procureur général au Cameroun? Quand même Nouga ose vous dire que contre l'avis du ministre de la Justice, un procureur général. Moi, je connais des individus qui intimident le procureur général. Ah bon? Oui, bien sûr. Oui, on appelle le procureur général, on dit arrête l'histoire là, n'en parle plus. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ça, c'est la réalité du pays. Vous voulez donc... Bon, qui a demandé à la compte, qui a créé la chambre des comptes? Le chef de l'État, tout à fait. Biya, qui lui a demandé de faire le rapport sur la Covid. Le chef de l'État. Qui enclenche les actions du TCS souvent, quand il veut que les gens aillent en prison. Quand il veut, il y a une seule personne qui veut. Pas pour vos petits détournements des mairies là, et tout ça, ça ne le préoccupe pas. Est-ce qu'on peut interpeller un membre du gouvernement sans l'autorisation du chef de l'État? On a interpellé Bapes dans ces conditions. Et qu'est-ce que non, Bapes a été libéré. Le chef d'État n'était pas au pays ce jour-là. Tout à fait. Dès qu'il est revenu,
Ça a été réglé, n'est-ce pas? On l'a interpellé à 20h, à 6h du matin, il était sorti. Et je crois que la personne qui l'a fait, on lui a dit de ne plus jamais faire une telle chose. Vous savez où se trouve la personne actuellement? Au TCS. Vous comprenez? Pour corriger ses erreurs. Et maintenant, elle ne fera plus jamais ce genre de choses si on ne lui dit pas que fait. Donc en fait, ça c'est la réalité, je crois qu'on se comprend en termes simples. Celui qui a le temps de tout, c'est le chef de l'État. S'il dit, il n'y a pas d'enquête judiciaire, si on dit aujourd'hui que appliquer ce que la Chambre des comptes nous a dit là, dès demain, vous verrez les gens descendre à Kondengi. Moi, on m'a dit quand même qu'il y a les matelas de luxe qui descendent à Kondengi ce jour-ci. Ça peut présager quoi? Que les prisonniers de luxe, mais matelas de luxe pour prisonniers de luxe. C'est pas mon petit prisonnier. Donc on dit qu'il y a une centaine de matelas de luxe qu'on a envoyés de ce côté-là. Peut-être que ça correspondrait à une centaine de pays. Le ministre vous disait il y a trop de guettes. Sauf que le chef de l'État, qui doit gérer en même temps la politique, privilégie ses options politiques. Et il choisit donc l'opportunité en fonction de ses options politiques. Peut-être arrêter les gens en ce moment-ci ne va pas être un bon package du point de vue, par exemple, de la vision politique et électoraliste. Peut-être qu'il y a des modifications, il y a des réformes qui doivent se faire. Peut-être que lui-même, il doit se détacher de là où certains ministres sont allés l'attacher pour qu'il ne sorte pas le gouvernement. Quand il se sera détaché, parce que lui, c'est quand même le Nongi, quand il va se détacher et qu'il va sortir son gouvernement, il pourra donc dire que ceux-ci, vous allez les prendre parce qu'ils seront hors du gouvernement. Ce n'est pas beau. Nila Souitelo disait, mais je corrige. C'est pas beau pour un ministre en fonction qu'on vienne vous mettre en prison. Ça déteint sur l'image de tout le gouvernement. C'est mieux qu'on vous sorte d'abord du gouvernement. Vous attendez à la maison, mais on vous a déjà quadrillé, on sait comment on fait au Cameroun, on récupère vos papiers, et vous-même, vous savez déjà que vous irez en prison. Et puis après, on vous prend, on vous met en prison. Parce que même des ministres en prison, les ministres en fonction en prison, ça donne une très mauvaise image de votre propre pays. Donc on va les sortir du gouvernement. Même s'ils sont jeunes. On va les sortir. Vous pensez qu'il y aura des jeunes? Il y aura des jeunes. On va d'abord les sortir du gouvernement. Et quand ils seront à côté, on va les mettre en prison après. Merci Pierre Blériot. Patrice Soroc, l'affaire apparemment, on n'en parle plus. C'est déjà un tout petit peu également, comme ce que l'on a eu dans ce pays, l'affaire Glencore, qui mettait aussi en exergue les sociétés qui gèrent le pétrole au pays. Peut-être que à un moment donné, on parlera d'autres choses et la vie continuera. Probablement les milliards se seraient allés en fumée. Et comme je viens de le dire, la vie continuera. La vie va continuer avec ses problèmes, mais elle retient toujours ces faits-là. Moi, je voudrais essayer de sortir par ce que le professeur Ngola a dit à propos de la justice populaire. Si les débats se retrouvent dans les chaumières, dans la rue, c'est parce que les décisions judiciaires sont très très lentes. Ce n'est que cela. Lorsqu'on parle du Covid-Gate et que ce dossier est réglé dans les quelques jours qui suivent, je ne pense pas qu'il y aura des débats. Donc les gens se disent, ils savent, mais on prend du temps. On parle de Covid-Gate, on parle de Can-Gate. Il y a beaucoup d'autres gates. Beaucoup d'autres gates. Mais si la justice ne fait pas son travail, mais ça donne lieu aux commentaires, aux débats dans la rue. C'est l'attitude de la justice, les lenteurs judiciaires qui amènent ce débat dans la rue. Donc je pense que la justice doit faire son travail. Et si la justice fait son travail, les gens attendent les enjeux. Et les gens, comme disait Maître Nouga, ce n'est pas pour autant qu'un ministre qui était là, qui a été cité, qui sera incarcéré. Non. Il y a un rapport que la justice fasse, que la vérité soit dite. C'est tout ce que nous attendons. Et lorsqu'elle n'est pas dite aussi, alors qu'il y a des problèmes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au quartier? On fait des commentaires. Et on fait des commentaires chaque jour. Je pense qu'il y a lieu que chacun puisse faire son travail en République. Et pour que... je pense qu'on a beau accuser la justice populaire aujourd'hui au Cameroun, on a beau accuser les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est au niveau des responsables que le travail ne se fait pas bien. Si le travail se faisait bien là-bas, par exemple, vous m'avez invité comme enseignant, si les statuts avaient été signés, il n'y aurait pas de grève des enseignants. Merci beaucoup. Alors, Maître Nouga, vous qui semblez nous faire comprendre que certains rapports sont
biaisé. Est-ce qu'il ne faut donc pas dire que, bon, peut-être que celui qui a été fait par la Chambre des comptes, comme on le soupçonnerait d'avoir été biaisé, qu'on refasse un autre rapport? Oui, moi, honnêtement, je dis pas que le rapport de la Chambre des comptes est biaisé. Je dis et répète à haute voix que j'ai l'expérience de rapports non conformes à la vérité, judiciaire notamment, et qu'il vaut mieux envisager une enquête judiciaire claire. Il faut envisager une enquête judiciaire. Même s'il faut rêver que la Chambre des comptes relève quand même de la Cour suprême. Qui peut exploiter le rapport de la Chambre, qui peut exploiter d'autres choses, mais qui est quand même judiciaire. C'est ce que je dis. Deuxième chose que je dis, c'est que la justice se souvienne qu'elle est un pouvoir d'État, un pouvoir constitutionnel. Parce que contrairement à ce que qui a été dit, la Cour constitutionnelle, je crois que c'est une instance constitutionnelle. C'est pas le chef d'État qui l'a créé, c'est la Constitution qui l'a créé. Le chef de l'État au-dessus de la Constitution. Ah, bon, là c'est effectivement notre débat qu'on peut mener au rang justement des éléments qui font paraître que la justice a cessé d'être un pouvoir pour devenir une politique publique qu'on exploite et qui perd effectivement sa crédibilité. Non, je suis d'accord sur ce plan qu'on peut donc je dis pas que le rapport est biaisé, mais je dis au vu de ce rapport, le procureur général du TCS a la latitude de déclencher une enquête judiciaire. Contre des membres du gouvernement, Maître Nouga? Mais bien sûr. Non, vous savez qu'il ne peut pas. Vous le savez, la loi le lui autorise. La loi le lui permet. C'est ce que je lui rappelle. Maître Nouga, vous savez qu'elle ne le peut pas. Cette femme, on ne nomme pas les gens n'importe comment parfois ici au Cameroun. Oui, je suis que cette femme est particulièrement avait tenté ce genre de choses avant d'être là où elle est. Elle est présidente maintenant. Maintenant, on lui a dit que va donc. Tu avais compris. Tu avais mis un jour un ministre en prison. On l'a enlevé le lendemain. On ne fait pas ça. Elle a compris la leçon. Elle ne fera plus jamais ça. Elle est devenue plus docile. Elle ne fera plus jamais ça. C'est pas elle que j'interpelle le procureur général. Parce qu'elle est la présidente. Personne ne fera ça. Oui, et Maître Nouga le sait. Il y a un seul qui peut donner le là. S'il ne donne pas le là, on ne fait rien, on attend. Ça, mais attendez, vous serez procureur général, vous allez... Non, monsieur le ministre, vous êtes sérieux. Je sais que vous serez procureur général. Vous prendrez... Non, je ne suis pas juriste. Non, vous prendrez cette initiative d'interpeller les gens, d'ouvrir une enquête judiciaire contre les membres du gouvernement. Si c'est conforme à la loi... Mais le lendemain, votre procureur général sera enlevé. On vous enverra magistrat part dans une brousse. Merci. Elvis Ngolé, dans une république comme celle du Cameroun, que vous maîtrisez bien, est-ce qu'un procureur peut se donner ce genre de pouvoir, par exemple, que la loi pourtant lui donne, pas d'interpeller, peut-être lancer une action judiciaire une enquête judiciaire contre un membre du gouvernement sans l'avis du président de la République? Non, là, en ce qui concerne spécifiquement le fonctionnement de la justice ou du pouvoir judiciaire, je ne peux pas me prononcer puisque je ne suis pas de ce domaine-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en citoyen, nous avons une constitution. Oui. Il faut avoir foi en cette constitution et respecter cette constitution. Le reste sera résolu. Ah bon? Je suis convaincu de ça. Il faut que les citoyens essayent de faire l'effort pour connaître et avoir la foi en notre constitution, puisque tout dépend de la constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et tous les pouvoirs, ce que nous faisons, c'est l'issue de la Constitution. N'oubliez pas. Puisque nous sommes en République, tout ce qu'on dit, la base, le fondement, c'est la Constitution de la République. Et il faut respecter, il faut avoir foi en cette Constitution. Merci. Il faut avoir foi en cette constitution. Alors, Pierre Blériot, lui, il insiste qu'il n'y a que le président de la République qui donne le là pour ce genre d'affaires. Patrice Soroc, on croise les bras et on attend peut-être le jour le président se souviendra qu'il y a eu un Covid-gate au Cameroun pour justement donner le là.
Nous attendons toujours là du président de la République, ce qui est vrai dans notre République. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que les magistrats ont les mains liées véritablement. Ah bon? On apprend un certain nombre de dossiers. Est-ce que les magistrats vous ont dit cela? C'est vous qui le dites. Bon, non, on le dit parce que nous sommes avec eux. Parce qu'on peut pas aussi comprendre que une histoire dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quelquefois, elle s'efface. Quelquefois, ça passe aussi. Affaire classée. des poursuites. Non, moi j'ai dit affaire pas classée. L'histoire retient tous les faits. Rien ne se perd dans l'histoire. Rien ne se perd. On a réclamé, il y a les déclassifications des documents. Et rien ne se perd dans l'histoire. L'histoire, vous les classez sur le plan administratif, mais l'histoire retient. Et elle retiendra toujours. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 30 ans après nous, on va regarder ce dossier. Rien ne se perd. L'histoire est là. D'accord. C'est un peu comme en chimie. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Merci beaucoup. Mais j'aurais une dernière préoccupation quand même. Cet argent, au-delà du fait que l'argent émanait de certains organismes internationaux, notamment l'OMS, Pierre Bleriot-Niemek, il y a eu également les fonds interne, là je vais encore avoir un problème d'image, puisque InfoTV par exemple sur le satellite, lorsque l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, lorsque ces grands organismes internationaux suivent ce genre de débat, est-ce que ça rend encore le Cameroun crédible? Est-ce que ces organisations elles-mêmes sont crédibles? C'est la question dont vous en prenez aux organisations. Non, c'est elles-mêmes qui organisent le banditisme. Quand vous demandez, non, il faut dire la vérité, vous demandez aux gens d'atteindre un tel niveau de mort pour leur donner de l'argent. Vous dites mais est-ce qu'on est obligé d'atteindre le niveau en question? Oui, vous dites à quelqu'un, si vous atteignez tel niveau de mort, vous donne 130 milliards. Vous voulez qu'il s'amuse à ne pas atteindre ça? On a donc commencé à précipiter la mort. Donc c'est des bandits. C'est eux qui ont... Moi je m'en fous de ces organismes qui ont organisé un carnage. En promettant, pourquoi promettre de l'argent aux gens? Parfois, est-ce que vous voyez la tentation diabolique? Vous promettez de l'argent aux gens s'ils atteignent un certain seuil de mort. Ils ont commencé donc à créer la mort pour atteindre le seuil. Et quand ils ont atteint le seuil, vous leur avez donné cet argent. Ils ont d'abord pris cet argent. C'est ceux qui ont créé cette maladie qui sont allés par derrière financer cet argent pour créer la mort. Merci. De toutes les façons, voilà, grosso modo, ce que nous pouvions dire ce matin. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous restons à l'écoute. Nous continuerons à mener nos enquêtes journalistiques pour voir où est-ce qu'on en est avec le Covid-Gate au Cameroun. On essaiera de comprendre si c'est une affaire classée. Et pour cela, je dirais merci au professeur Elvis Ngolé et qui était là ce jour. Il nous a encore fait l'amitié et l'honneur d'être sur notre plateau. Il est du RDPC, il est ancien ministre, il est enseignant d'université. On dira merci à Patrice Soroc. Il est également enseignant, mais il est responsable du côté du ministère des enseignements secondaires. Merci à Maître Nouga, toute une vie dans les tribunaux. Il était avocat au barreau du Cameroun, mais également homme politique pour le compte du PCRN. Merci à mon consultant de tout temps et de tous les temps. S'il s'agit de Pierre Bleriot-Niemek, ne ratez surtout pas la première rediffusion de ce programme. C'est cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion, c'est ce soir à partir de 21h. Et ne nous reste qu'à souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous les élèves, à tous les apprenants, mais également à tous les enseignants, sans oublier le corps administratif pour ce qui est de notre éducation. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?